Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format On Screen qui s'intéresse aux adaptations de comics sur tous les supports, sur le grand écran, sur le petit, sur le moyen aussi, on s'en fout, l'important c'est que ce soit des adaptations de choses qui proviennent à un moment ou à un autre d'une bande dessinée. Et on se retrouve en cette fin d'année pour des épisodes spéciaux sur les adaptations plus ou moins bien. Voilà, qui n'ont pas forcément eu droit aux honneurs d'une sortie cinéma. Et aujourd'hui, on va vous parler de Red Sonja, le nouveau film de cette grande franchise qui n'a pas eu droit à beaucoup de grands films non plus en tant que tel. Mais voilà, c'est sorti. C'est un film qui a été réalisé par MJ Bassett, qui a eu un chemin de production assez compliqué quand même, mine de rien, parce qu'à la base, ils étaient partis sur Bryan Singer pour le réaliser. Ah ouais. Bah oui. Putain. Mais on va laisser de toute façon il y a Corentin qui va nous faire un petit point Cocopédia à distance, mais qu'on intégrera dans ce podcast ensuite quoi. Mais donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est un podcast que l'on va faire en compagnie de Monsieur Splinter qui est là. Salut, tu vas bien? Toujours? Ouais, toujours. Toujours ready pour parler de films pas ouf sur le podcast. Fidèle au poste. Tu as beaucoup trop de temps libre, sache-le quand même. Mais donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, film qui n'est pas sorti dans les salles de cinéma. En tout cas, pas en France. Je me demande si à l'étranger, il a pas eu droit peut-être à une sortie un petit peu limitée, mais s'est retrouvé sur la vidéo à la demande, en fait, tout simplement, un peu comme le Hellboy de Crooked Man, qui officiellement n'est toujours pas disponible en France légalement, hein. Faut savoir. D'ailleurs, je crois que ce film-là ne l'est pas non plus en tant que tel. Mais donc, on va vous en parler, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Mais avant, un petit... Attends, mais alors, comment est-ce qu'on l'a vu? Par la force du Saint-Esprit, Yerim, ce ne sont pas des questions que l'on pose comme ça. Tu sais, c'est un peu, voilà, un peu indiscret. Non, il est bien sorti au cinéma cet été, en fait, aux États-Unis. Aux États-Unis, il a eu droit à, voilà, avec sa magnifique affiche, hideuse, quoi, vraiment DTV des années 2000, et encore, c'est pas sympa pour, tous les DTV des années 2000, parce qu'il y a eu des affiches plus belles que ça. Mais donc, on a pu le voir par la force du Saint-Esprit, et donc on va pouvoir vous en parler. Et avant d'exprimer notre avis dans ce podcast qui sera pas non plus extrêmement long, parce qu'il n'y a pas non plus tant de choses à dire que ça, c'est pas un nanar complet, par contre clairement c'est pas un grand film. On va juste laisser Corentin prendre la parole pour faire un petit résumé vite fait de qui est Red Sonja en comics notamment, et évoquer je pense un peu le film de 1985 avant de refaire le parcours de production de ce film là, puis on se retrouve juste après. Corentin, c'est à toi. Oui, merci mon bon Kikou. En plus t'es là, donc ça tombe bien, il y a une double magie du montage pour ce truc là. Toi tu vas pouvoir m'interrompre si jamais t'as des questions ou des précisions à demander. Oui. Alors pour résumer, parce que ça peut être vraiment très très long, c'est un personnage qui a un historique assez compliqué en fait, Red Sonja, quand on regarde de près, de par son origine, de par ses transitions de maison d'édition et de par son statut dans le présent. Effectivement, alors déjà c'est effectivement, on va dire, pour rester schématique pour l'instant, que c'est une création de l'auteur, l'écrivain Robert E. Howard. Donc le fameux père de Conan le Barbare. Robert E. Howard, il naît en 1906, donc au début du XXe siècle, et alors c'est quelqu'un qui va découvrir la littérature très tôt, la littérature historique beaucoup, la littérature des Vikings, de l'épique, de l'Orient aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il lit littérature? Il lit littérature. Pardon. C'est une référence. Voilà, cherchez sur Google. Et effectivement, donc il va commencer à lire très jeune et aussi à écrire très jeune. Et en fait, Howard est connu au même titre que Howard Phillips Lovecraft comme l'un des deux plus grands écrivains de ce qu'on appelait la période du pulp. La période du pulp, on en parle souvent sur le podcast, ça définit une sorte de courant littéraire des imaginaires. Un peu comme aujourd'hui on parle de culture geek ou de culture pop, on va dire que la littérature pulp, en fait, c'est ces courants d'écrits, de nouvelles, de romans, publiés dans les magazines, dans les sériels, et qui sont, pour l'époque, considérés comme de la sous-littérature, de la littérature de divertissement. Et parce que c'était aussi publié sur des petits bouquins qui étaient imprimés avec de la pulpe de bois, donc c'était du papier bon marché, et vraiment littéralement c'est pour ça que c'était les pulps en fait. Exactement, et à pas cher. Voilà. Papier bon marché, pas cher, donc pour les pauvres, donc pour le peuple, quoi. Voilà, c'était un peu du roman de gare de l'époque, publié donc dans la presse, notamment avec le magazine Weird Tales, qui sera donc populaire pour avoir découvert l'œuvre de Lovecraft et aussi plus tard l'œuvre de Howard avec Conan le Barbare.
un personnage de Conan le Cimérien au départ qui apparaît en 1932 donc dans Weird Tales. Alors pour l'anecdote, on rapproche souvent l'œuvre de Lovecraft et celle de Howard parce que les deux étaient amis dans la vraie vie. Howard qui était un grand fan du travail de Lovecraft, il lui a écrit, ils ont entretenu une correspondance, il était dans le cercle des amis de Howard Phillips. D'ailleurs ils vont se suivre jusqu'au tombeau puisque malgré le fait qu'il soit mort assez jeune, à 30 ans, il meurt en 1936, Howard, il se tire une balle dans la tête après la mort de sa mère qui succombera d'une tuberculose. L'année suivante, Lovecraft lui aussi va mourir, comme on sait, d'un cancer de l'intestin, je crois. Il y a des vrais parallèles entre les deux, notamment le fait que c'était aussi une littérature de leur point de vue qui n'était pas que du divertissement, mais aussi de la philosophie. Il y avait des vraies recherches sur la mythologie celte, notamment, qui va alimenter un peu leurs deux œuvres communes. Howard fera du Lovecraft, en inventant des monstres un petit peu comme dans le folklore de Cthulhu, notamment les nouvelles sur Kull le Conquérant, je crois que ça s'appelle, Kull le King, Kull le Conquérant, qui est un héros antérieur à Conan dans la chronologie, parce qu'il y a une chronologie de l'œuvre de Howard que je vais pas détailler aujourd'hui. Il y a des podcasts très bien aussi, si ça vous intéresse. Vous pouvez écouter le hommage collatéral sur Conan, justement, qui traite d'une bonne partie de cette œuvre-là. Sur Conan ou sur Elric, d'ailleurs, je sais même plus. Mais bref. Pour ce qui concerne les comics... Parce qu'Elric, c'est Moorcock, par contre. Oui, c'est Moorcock, et Elric est considéré comme un enfant illégitime de Conan. C'est une sorte de contraire de Conan, et il y a des vrais parallèles entre les deux. Parce que Howard, justement, un peu comme Tolkien, est considéré comme le créateur d'une sorte de genre, qui est la Sword and Sorcery, donc qui est un courant de la fantasy, donc de ce qu'on appelle en France le médiéval fantastique, sauf que, pour ce qui concerne Howard, c'est pas l'âge médiéval. C'est un âge plus ancien, en fait, qui remonte à avant l'an 10 000, qui commence avec la chute de Lemuria et de Atlantide, et qui qualifierait, on va dire, un bon 4000 ans d'existence. Totalement anachronique, puisque c'est l'âge du fer. En vérité, ils ont des épées, ils ont des chevaux, etc. Mais voilà, où auraient pu se croiser des sorcières, des guerriers en pagne, des pirates aussi. Voilà, c'est un grand fourre-tout dans lequel navigue donc Conan le Cimérien, qui est le disciple du dieu Chrome et un aventurier, qui est le héros un peu principal, qui combat les adorateurs du dieu Seth, dieu serpent, etc. En dehors de ce contexte-là, en fait, en 1934, dans le magazine, comment s'appelait-il ? J'ai oublié. Magic Carpet. Howard, qui écrit pas que Conan, va créer une autre héroïne, Sonia la Rousse, qui est un personnage qui n'a rien à voir avec Red Sonja sur le papier, à part qu'elles sont rousses toutes les deux, qui est une guerrière russe qui participe à la défense de Vienne contre les Turcs. Donc c'est pas l'héroïne, c'est un personnage secondaire qui aide un héros germanique, von Halmstad, je crois. Ça te parle, Arnaud, ça, non? Von Halmstad, ok. Je vais pas traduire, c'est pas grave. Et voilà, donc elle est armée d'une épée, d'une dague, de pistolets, voilà, ça se passe au XVIe siècle. Donc ça n'a rien à voir avec le contexte. C'est pas l'hyperborée, alors. Absolument pas, non, effectivement. Et l'hyperborée, comme tu le décris, c'est l'âge donc de Conan, la fameuse période de moins 14 000 à moins 10 000. Il se trouve que dans les années 70, à l'époque où Marvel publie des comics de licence, ça a déjà commencé un petit peu avant. Marvel, c'est une boîte qui est très en très bonne santé. À ce moment-là, Roy Thomas a repris l'éditorial. Stan Lee, toujours le rédacteur en chef, éditeur en chef, il commence petit à petit à migrer vers Hollywood. Et Martin Goodman reste encore le décisionnaire de ce qui est envoyé à l'imprimerie chez Marvel. Et selon Roy Thomas, ce sont les lecteurs en fait qui ont conseillé que Marvel se mette dans la boucle de Conan le Barbare. Il y avait une sorte de nouvelle frénésie de la fantasy à l'époque, avec le début des jeux de rôle papier, etc. C'est un imaginaire qui commençait à être florissant. Et puis il y a une littérature qui a grandi aussi avec ces bouquins-là, qui a envie de les retrouver en comics. Donc ce qui se passe, c'est que Roy Thomas, lui au départ, pense que Marvel n'aura pas le budget. Il va voir Martin Goodman, qui lui donne une enveloppe, qui lui dit pourquoi pas faire des comics sous licence avec de la fantasy barbare ou médiévale, peu importe. En revanche, on peut pas te filer trop d'argent parce qu'on a déjà un produit qui est assez soutenu au niveau des super-héros. C'est, encore une fois, les 70, c'est une très grosse période pour Marvel. C'est là où Thomas va un peu inventer le Bronze Age. De nouveaux lecteurs apparaissent, ça s'adresse plus qu'aux enfants, le prix augmente lentement mais sûrement. Donc voilà, lui il pense qu'il aura pas les droits, il va s'intéresser à un autre univers et on ne sait pas lequel. Alors d'aucuns disent que c'était Tolkien justement, qu'il espérait récupérer à ce moment-là, mais ça peut être plein en fait de trucs parce que aussi après Marvel fera plein d'autres licences, y compris dans la fantasy. Et en définitive, pendant une négociation qui ne se passe pas très bien, Roy Thomas donc finit par se dire peut-être que en fait j'ai moyen d'aller convaincre les propriétaires des droits de Conan, donc la famille de Robert E. Howard, le Howard Estate, avec un bon pitch. Et donc effectivement il ouvre une édition avec un pitch framboise, c'est ça, voilà,
Arnaud qui rigole en micro. Il ouvre une édition récente. Je le vois tellement, tu sais, genre, attends, je t'ai ramené quelque chose. Et là, il sort un paquet de brioches. Waouh! À la framboise, mais ils sont super rares. Ah tiens, prends les droits du personnage, vas-y. C'était une négociation bien rondement menée. Donc Roy Thomas, fin négociateur et habile boulanger, en ouvrant en fait une édition récente des nouvelles de Conan le Barbare, tombe sur le nom de Glenn Lord, qui était l'avocat en fait de la famille de Howard à ce moment-là, et il arrive à le contacter. Et il lui dit, écoute, moi j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas l'argent que pourrait te proposer une autre maison d'édition. Néanmoins, le lectorat de Marvel, il est énorme. Et avec mes artistes, on va faire un truc qui sera du jamais vu. Et grâce à ça, on va enfanter une nouvelle génération de fans de Conan le Barbare, de fans de Robert E. Howard. Et contre toute attente, Glenn Lord dit OK. Sauf qu'on est, encore une fois, à une période où il y a déjà un peu de licensing, il y a déjà des comics sous licence, ça existe depuis les années 40. Hein. Mais les droits sont pas forcément aussi définis qu'aujourd'hui. Là, on parle du Howard Estate, c'était pas encore la boîte que sera plus tard Conan Properties, puis Heroic Signature, etc. Tout l'espèce de conglomérat qui s'est bâti autour de Conan le Barbare après le film de John Milius, évidemment. Donc à ce moment-là, Marvel a toute licence pour faire du merchandising, des lunchbox, des gobelets, des magazines. Conan, ça va exister aussi. Et en fait, le phénomène Conan le Barbare, donc qui se lance chez Marvel au début des années 70, il est énorme. Le lectorat répond tout de suite au rendez-vous. Ça va révéler des carrières et des artistes. Les frères Buscema, par exemple, John et Sal Buscema, qui sont très connus pour leur travail sur Conan. Barry Windsor Smith, évidemment, qui va devenir l'un des artistes les plus importants de sa génération grâce à ses comics Conan. Et donc voilà, la frénésie est énorme. On va lancer un magazine en noir et blanc, Savage Sword of Conan, où on va pouvoir s'affranchir des normes du Comics Code Authority. Parce que à l'époque, le Comics Code traite que les comics et pas les magazines. C'est l'expérience qui a été tentée par les Gaines quand ils ont lancé Mad. Tu vois, justement, où ils pouvaient faire de l'humour satirique sans l'accord du Comics Code, continuer à faire de la BD dans les rayons des librairies, en fait, enfin le rayon de la presse. Donc c'est un vrai truc énorme. Il y aura des tonnes de clones de Conan qui seront lancés dans 5 ou 6 maisons d'édition. Et en parallèle de ça, Thomas, qui cherche un peu à étendre le spectre, va lire les autres nouvelles de Robert E. Howard, qu'il aimait bien déjà de base, de toute façon. Et il va découvrir Sonia, dans la nouvelle qui traite de Sonia Larousse. Shadow of the Crow, je crois, un truc comme ça. Ou The Crow Shadow, je sais plus exactement. The Shadow of the Vulture, c'est ça, voilà, l'ombre du vautour. Et en fait, il se dit, le nom Red Sonja est sympa. En plus, les rookies dans les comics, on sait que ça marche. Voilà, l'histoire fait foi. Il y avait déjà 10 ans de Mary Jane. Mais oui, mais il y a des histoires qui disent que Mary Jane est la descendante de Red Sonja chez Marvel. Ça existe aussi, oui, mon ami. Absolument, il y a un crossover Red Sonja Spider-Man dans lequel, justement, on découvre ce truc-là, tu vois. Donc, effectivement, Roy Thomas a le nez creux. Et en 73, dans Savage Sword of Conan, dans Conan le Barbare 23, apparaît un personnage qui s'appelle Red Sonja, qui n'a pas encore le design qu'elle aura plus tard, parce que à ce moment-là, c'est juste une héroïne en tunique. C'est pas exactement un caméo. On peut pas dire que c'est un caméo. C'est vraiment un personnage qui a des répliques, qui danse, qui est une guerrière et tout. Donc créé par Roy Thomas et Barry Windsor Smith. Le mois suivant, dans Conan le Barbare 24, elle aura une couverture pleine. Donc là, ça y est, c'est un personnage qui est intronisé et tout. Et il faudra finalement attendre le numéro 1 de Savage Sword of Conan, donc le magazine, pour avoir une vraie aventure autonome de l'héroïne. Donc quand le numéro est publié, vous avez une première histoire où elle a du coup le costume définitif qu'elle aura plus tard. Je vais revenir dessus juste après. Donc voilà, à l'époque, c'est un magazine qui est édité par Thomas et par John Romita Sr. Glenn Lord est toujours consultant pour valider que le Howard Estate est bien d'accord avec ça. Il y a bien écrit que l'héroïne est basée sur la littérature de Howard. C'est précisé dans l'intitulé. Based on the Swordswoman by Robert E. Howard. Mais pourtant, c'est une création de Roy Thomas, quelque part. La Sonia Larousse des comics n'est pas la Sonia Larousse de la nouvelle. C'est juste 2 héroïnes rousses qui s'avèrent... En fait, il n'y a que le nom qui reste. Et encore, puisque Sonia Larousse, c'est avec un Y, et Red Sonja, c'est avec un J. Donc c'est quelque part une vraie création dans le mythe de Iboria, de l'univers Marvel créé par ce scénariste. Alors, pour l'anecdote qui est un peu connue maintenant... Donc c'est une vraie création de Roy Thomas. C'est une vraie création de Roy Thomas qui a juste... Pas comme Wolverine, quoi. Voilà, ça fait mal. Ceci est une autre histoire. Ceci perdu. Dans le premier numéro, vous avez donc l'histoire Mistress of Death, dessinée par John Buscema, où on a enfin le vrai costume de Sonia. Et comme c'était une revue anthologique avec plusieurs histoires, vous avez la deuxième histoire, Red Sonja, qui sera dessinée par Esteban Maroto. Et Esteban Maroto, c'est le vrai créateur du costume. Le fameux Bikini Chainmail, comme ils disent aux États-Unis. C'est un artiste de Madrid, lui, en fait, au départ, qui avait déjà œuvré un petit peu chez Warren Publishing. Il avait fait le fameux numéro Dracula. C'est
une anthologie qui est très connue aujourd'hui pour les fans justement de Sword and Sorcery. Dracula, c'était une revue publiée au Royaume-Uni et republiée chez Warren, donc les mecs de Eerie and Creepy, de Vampirella et tout, dans lequel il y avait déjà des influences de Robert E. Howard aussi. Donc le mec était déjà tout trouvé, c'était déjà plus sulfureux, plus horreur, plus érotique aussi, tu vois. Et en fait, lui, il suggère à Roy Thomas, sans commander quoi que ce soit, cette illustration qui sera après montrée dans les magazines et tout pour annoncer l'arrivée de Red Sonja. Et ensuite, lui, voilà, il va récupérer le dessin pour la première aventure en solitaire dans le premier numéro de Savage Sword of Conan en 74. Donc voilà, on définit ses origines définitives dans la série Conan the Barbarians, qui est un autre produit dérivé, qui parle d'un autre héros de cette même bibliographie, où là on nous explique en fait un petit peu qui est Red Sonja par rapport à Sonja la Rousse. Red Sonja est bien une guerrière de Hyperborea, enfin pas de Hyperborea, ça Hyperborea. Hyperborea, c'est le truc Iborea, pardon. Donc le monde mystique et antique de Conan, qui en fait était voilà une fille de cultivateur entre guillemets. Enfin, après, ce sera plus ou moins une princesse selon les versions et tout. Des guerriers frappent à la porte de la maison, massacrent ses parents, la violent et la laissent en vie. Et là, encore une fois, la revue en question pouvant s'affranchir des codes du Comics Code Authority, parce qu'en plus, on va raconter cette histoire-là en deux versions, dans Conan the Barbarians et dans Savage Sword of Conan aussi, par deux équipes créatives. Lundell sera dessiné par Doug Munch, en plus, donc un coup de crayon assez horreur, tu vois, assez suggestif. On est vraiment dans le Bronze Age, là, tu vois. La scène de viol, elle est pas explicite, mais elle est suffisamment claire pour qu'il n'y ait pas de place au doute. Tu vois, on n'est pas dans Killing Joke. Red Sonja a été violée. Une fois qu'elle a été violée, elle va implorer une déesse irlandaise, je crois que ça s'appelle Scat Cath, un truc comme ça, mon celtique n'est pas à jour, qui va lui dire, Sonja, ton courage m'a motivé, tu vas te venger, tu vas la retrouver, tu vas les massacrer, et je vais te donner en échange un pouvoir supérieur aux hommes. Par contre, il faudra que toi, tu ne couches pas avec un homme, sauf s'il arrive à te battre en combat singulier. Donc il y a quand même une logique qui est, on va dire, pas tout à fait féministe, pas tout à fait sexiste non plus, ou quoique. C'est quelque part entre les deux. C'est une héroïne guerrière, mais qui doit conserver un aspect virginal en échange de ses pouvoirs. Le seul homme avec qui elle peut fonder une famille et donc renoncer à sa vie de guerrière doit être plus fort qu'elle. Non, Conan, c'est un cousin. Thomas pose l'idée qu'il y a une sorte de flirt entre les deux, mais elle est pas du tout réceptive. Ça l'intéresse pas. Elle le voit comme un grand frère. Il y aura jamais de... Voilà, c'est pas Christine Boutin, quoi. Pardon, deuxième balle perdue. Waouh. En plus, non, c'est pas elle qui a envoyé chez Bardella. C'était qui déjà? Comment ça s'appelait? C'était, bref, on s'en fout. Continue. Donc voilà, alors le personnage va commencer vraiment à bien prendre ensuite avec la série Marvel Features où elle aura le droit à un run, entre guillemets, de 7 numéros en solitaire. C'est là-dessus que l'artiste Frank Thorne va faire ses débuts dès le numéro 2. Thorne qui va vraiment donner ses lettres de noblesse graphique à Red Sonja en appliquant un dessin très différent, beaucoup plus hippie, beaucoup plus rond, beaucoup plus onctueux, entre guillemets. On peut même voir des correspondances avec le trait de Tradmoor aujourd'hui, hein, dans les dessins, les courbes et tout. Donc ça, c'est la série qui a été publiée chez Néophélis. En partie. Il y a celle-là et aussi la première série Red Sonja qui sort en 77, dont Frank Thorne fera 12 numéros sur les 15 de run original. Et effectivement, ça a été collecté chez Néophélis avec la vraie mise en couleur de l'époque, puisque cette série-là n'est pas trouvable en VO, sans la mise en couleur originelle, sachant que Dynamite a repris ces volumes-là, a filé 0 balles à Frank Thorne et a refait une colo numérique absolument dégueulasse. Donc, on vous conseille de prendre les Néophélis s'ils sont encore disponibles. Et si vous nous écoutez à Néophélis, une réédition est plutôt la bienvenue. Donc voilà. Alors, après ça, il y aura différents volumes, différentes mini-séries, différentes apparitions dans Savage Sword of Conan, mais ça y est, le personnage est lancé. Il a eu droit à ses séries en solitaire. C'est une marque. Et donc, le Howard Estate va séparer les droits de Red Sonja, considérant que c'est donc une nouvelle création qui est née de l'accord avec Marvel, mais qui appartient bien à Robert E. Howard, en créant la compagnie Red Sonja Limited. Donc qui est différente de Conan Properties. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin des années 70, il y a plusieurs choses qui se passent. Déjà, Hollywood arrive, tape à la porte et dit « Nous voudrions faire un film Conan le Barbare ». Et donc là, il faut organiser les droits, pour être bien sûr de pas se faire toper. Donc il crée Conan Properties International. Il y a un mec qui est très important pour ça, qui s'appelle Arthur Lieberman, qui a été l'avocat, en fait, qui a dirigé cette espèce de, comment dirais-je, de conglomérat de franchise Conan, en fait, et Solomon Kane, et tout ce qui va avec la bibliographie de Howard, pendant 30 ans. Et lui, en fait, justement, va après arriver chez Marvel et dire, oh, par contre, on vous a laissé faire les lunchbox, les autocollants, les stickers, les magazines, les machins. Maintenant, il faut quand même vous rappeliez que c'est à nous, tout ça. C'est pas vos personnages. Vous n'êtes pas propriétaire de Conan le Barbare. Ce qui fait que Marvel va après un peu réduire la voilure sur les spin-offs parce qu'en fait, jusqu'ici, ils considéraient que c'était un peu
du work for hire quelque part, Conan, que c'était un peu leur héros à eux. Avec le film, et avec le fait qu'on ait bien séparé les droits de Red Sonja, il y a Dino De Laurentiis qui arrive et qui va produire le film Conan le Barbare de John Milius. Et à ce moment-là, du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait ensuite, parce que le film est un succès, un énorme succès. C'est un film culte encore aujourd'hui. On veut faire une suite, donc on va commander à Richard Fleischer, le célèbre fils de Max Fleischer, des studios Fleischer, ceux qui avaient fait le cartoon Superman, et Popeye aussi à l'époque. On va commander une suite qui sera donc Conan the Destroyer, dans lequel il y a déjà une sorte de Red Sonja, qui est le personnage de Grace Jones, qui aurait pu être une Red Sonja, qui est en fait inspirée par ce qu'avait fait Roy Thomas. Mais là, en fait, tout le monde se regarde dans les yeux et dit, mais qui a les droits, en fait? Parce que, techniquement, elle a été créée par Thomas, mais elle est basée sur la bibliographie de Howard. Marvel répond, nous n'avons pas les droits, c'est à vous. Et en fait, on sait pas trop pourquoi encore aujourd'hui. Il y a différentes versions de cette histoire qui existent sur Internet, je suis obligé de le préciser parce que c'est un vrai bordel. Selon les sources, tout se contredit. Lieberman, lui, il dit, en fait, que Marvel n'a jamais voulu déposer les droits de Red Sonja. Il n'y a pas eu un dépôt des trademarks ou des copyrights. Ils ont juste décidé de la créer, et peut-être par relation un peu de suzerainage, parce que techniquement, ils faisaient beaucoup d'argent, Marvel, avec les droits de Conan. Peut-être qu'ils voulaient pas aller dire après à leurs partenaires, au fait, on a créé un personnage, mais il sera que pour nous. Parce que du coup, c'est pas très juste. Tu vois, t'as envie de dire, en même temps, les gars, vous faites beaucoup de fric avec notre héros, vous allez pas en plus commencer à faire des spin-offs qu'après vous pourrez garder. Donc c'est là après que ça se crée une cité différente pour gérer les droits de Red Sonja. Et que, en même temps, Hollywood, voyant le succès de l'héroïne, on est dans les années 80, hein, les années 80, les nanas en bikini, ça marche plutôt pas mal, se dit, on pourrait aussi faire un film sur Red Sonja. Du coup, il y a une sorte d'interpolation des données. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à cause du film, Marvel et le Howard Estate ont perdu les droits de Red Sonja. Ce qui est pas vrai, en fait. Marvel a jamais eu les droits de Red Sonja. Qu'il y aurait eu un procès entre les deux, c'est pas vrai non plus. Et qu'en fait, simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une dilution. Marvel s'est un peu retiré de l'équation en laissant toute propriété intellectuelle au Howard Estate, qui était à l'époque divisé en 2 sous-sections. Conan Properties d'un côté et Red Sonja LLC de l'autre. C'est un peu technique, hein, je suis obligé de le préciser parce que, encore une fois, beaucoup de gens pensent qu'à cause du film, on a extrait les droits de Red Sonja du reste de l'équation et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Conan et Sonja sont des personnages séparés. En fait, c'est plus compliqué que ça. Après, il y a eu des procès, plus tard, on y reviendra. Mais donc, effectivement, De Laurentiis, après Conan the Destroyer, enfin, pendant la production de Conan the Destroyer, valide un film, Red Sonja, donc qui sera en France le film Kalidor, dans lequel apparaît Schwarzenegger, d'ailleurs, qui devait jouer Conan dedans, en fait, au départ. Mais il y a eu une petite confusion des termes, on va dire, c'est-à-dire que De Laurentiis voulait faire une trilogie Conan, et donc pour pas cramer les droits de Schwarzenegger, qui avait signé que pour 3 films, ils vont le faire jouer Kalidor, et en définitive, non, l'avocat de Schwarzenegger va dire, bah non, il a fait les 3 films puisqu'il a aussi joué Kalidor et 2 fois Conan, et donc Schwarzenegger pourra sortir de cette période fantasy et aller faire des meilleurs films plus tard avec des réalisateurs un peu plus intéressants, comme James Cameron par exemple. Ah, je pensais que t'allais dire comme Michael Schumacher. Non, j'allais pas dire ça. Alors d'ailleurs, pour ceux qui veulent du coup des sources, ce que je vous décris là par rapport à Lieberman et au droit de Sonja, c'est pas moi qui le sors de mon oreille. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais dire autre chose. C'est un article du Comics Journal, numéro 65 en 81, où ils ont justement été interviewés Lieberman qui expliquait cette situation-là. Et après, d'autres gens essayaient de reconnaître un peu les faits parce que quelque part, Marvel a quand même fait d'autres comics Red Sonja ensuite, mais avec beaucoup moins d'intensité. Donc a priori, eux, probablement, ont dû se dire, bon, puisqu'on l'a pas, essayons de faire moins d'efforts. Il y a quand même eu une très bonne série par Tom DeFalco et Dave Simons en 82, qui a duré une 15aine de numéros, où Red Sonja n'a plus son costume. Tu vois, elle change de costume régulièrement aussi. C'est un truc qui va souvent arriver avec elle, c'est que des fois les éditeurs ou les artistes n'ont pas envie en fait de mettre le bikini en code de maille parce qu'évidemment c'est un peu un cliché un peu sexiste, on va dire. Mais du coup voilà, donc pour en terminer avec ça, donc, la marque Conan et Red Sonja reste gravée dans l'histoire à cause ou grâce à cette trilogie Conan 1, chef-d'œuvre, Conan 2, Kalidor, en plus il s'appelle Kalidor en France alors que l'héroïne c'est Red Sonja. En plus, le film qui est plus lesbien, parce que dans les origines du film, Sonja n'a pas été violée par d'afro-guerriers qui venaient zigouer sa famille. C'est une reine, en fait, qui voulait la prendre pour compagne, qui du coup débarque dans son village, dit « Toi, je te veux ». La Red Sonja qui répond « Bah, va te faire foutre, je suis pas une esclave sexuelle », qui lui balafre la gueule, et la reine lesbienne, du coup, qui massacre sa famille. Donc, tiens, on rajoute encore un peu de complexité, un truc qui est déjà thématiquement et féministiquement, on va dire, assez chargé et compliqué à manœuvrer. Donc voilà, après la période Red Sonja passe, le film enterre un peu la licence, comme c'est souvent le cas avec les merdes, parce que, spoiler alert, c'est une merde, hein, le film avec Brigitte Nielsen, Schwarzenegger a pas pu y faire grand chose malheureusement,
C'est, je crois pas si c'est un Razzie ou pas, mais bref, ça c'est vraiment une saloperie, quoi. Donc, bah voilà, la mode passe. Dans le même temps, Conan Properties se réorganise, va être avalé par une boîte qui s'appelle Paradox Entertainment, qui d'ailleurs sera liée à une boîte de jeux vidéo, Paradox, je sais pas quoi, Paradox Development, un truc comme ça. Eux, ils vont commencer à racheter un peu tous les droits de ce qu'ils peuvent, de toutes les licences qui ont été éparpillées, en fait. De Solomon Kane, de Cull, de Dark Agnes, tout ce qui a été un peu vendu ou mis en gestion, pour tout avoir au même endroit. Et donc, bah, pendant ce temps-là, ils continuent à distribuer la licence à qui veut bien. Dark Horse va récupérer le droit de Conan, et fera un super volume, celui qu'on connaît, quand Marvel perd les droits à la fin des années 90. Et Dynamite récupère Red Sonja, en allant traiter avec Red Sonja LLC, qui, par un curieux hasard de circonstance, n'a pas été rassemblé dans le groupe Paradox. C'est-à-dire que Paradox a juste pris les droits de Conan, et de Cull, et de Agnès, et de Solomon, mais n'a pas pensé à intégrer Red Sonja LLC, ce qui fait que maintenant c'est devenu une entité autonome. C'est complètement, c'est starbé quand même. Je te dis, c'est assez compliqué au niveau, même, j'ai du mal à dater, en fait, quand est-ce que les deux avaient vraiment commencé à exister sur un plan autonome. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interprétations différentes par rapport à l'origine réelle de cette situation. Et ce qui se passe, c'est que, en 2006, Paradox dit, c'est nous qui avons Red Sonja. Et Red Sonja LLC répond, non, c'est nous qui avons Red Sonja. Et à ce moment-là, il y a un procès qui va s'ouvrir en 2008, et où, en fait, les avocats vont se réunir et vont établir des faits. Red Sonja, c'est quoi? C'est Sonja LaRousse, personnage créé par Robert E. Howard. Nous, chez Paradox, avons la licence Robert E. Howard pour tous ses travaux. Et Red Sonja LLC répond, non, Red Sonja, c'est une héroïne en bikini, créée par Roy Thomas, qui n'a pas déposé le copyright, que nous avons intégré dans Red Sonja LLC. Ça ne fait pas partie de la bibliographie de Robert E. Howard. Bah, c'est eux qui ont raison. Mais c'est eux qui ont raison. C'est eux qui ont raison. C'est pour ça que l'affaire sera jugée en dehors des tribunaux. Et en fait, pour le dollar symbolique, Red Sonja LLC va signer un accord avec Paradox, qui vont admettre, en fait, simplement que oui, non, Red Sonja est sortie de l'équation. Et donc, à ce moment-là, l'accord qui est trouvé, c'est, vous pouvez publier des comics Red Sonja, faire des films, des séries, ce que vous voulez. En revanche, nous voulons que ce soit toujours à Hyperborea, là, machin. Enfin, dans le monde de Conan, qu'il n'y ait jamais Conan le Barbare. Aucun personnage de l'univers de Howard apparaît. Et nous, en échange, on veut avoir le droit de republier la nouvelle de Sonja LaRousse, originelle, sans que vous nous fassiez chier. Et donc, il y a un accord commun qui est trouvé entre les deux. Dynamite, qui avait déjà signé pour les droits de la licence en comics, continuera d'exploiter, et va même devenir partenaire exclusif, parce que Nick Barbucci, bon, le président de Dynamite, va même commencer à devenir producteur sur les projets d'adaptation. Donc vraiment, Dynamite rentre à fond dedans. Et bah, Dynamite et Red Sonja aujourd'hui, ça fait partie des meubles. En fait, Vampirella et Red Sonja sont maintenant les deux figures de proue, les deux mascottes officielles de Red Sonja. Alors, je sais pas s'ils ont signé les droits. De Dynamite. De Red Sonja, quoi? De Dynamite. De Dynamite, pardon, ouais. Je sais pas s'ils ont signé les droits à vie, mais en l'occurrence, c'est assez rigolo de se dire que c'est vraiment le personnage qui a été le plus exploité de l'histoire de Dynamite, en fait. C'est-à-dire que Red Sonja, vous avez eu des volumes par Gail Simon, par Mark Russell, par Amichu, par Mirka Andolfo. Il y en a certains qui sont publiés chez Graf Zeppelin en France, d'ailleurs. Oui, absolument. Notamment Gail Simon. Notamment Gail Simon, qui est pas mal. Elle avait essayé de la rhabiller un peu elle a aussi dit qu'elle était bisexuelle, pour essayer de mettre un peu plus de féminité en avant. De wokisme. Mais c'était en 2016, en plus, donc c'était longtemps avant la mode. C'était du pré-wokisme. Après, voilà, on connaît l'histoire. Genre, il y a eu Sonja Versal, le multivers des Red Sonja. Il y a eu Red Sonja Black, White and Blood. Il y a eu la Dynamite, les crossovers un peu Marvel Zombie chez Dynamite, avec Red Sonja et Vampirella, qui sont les deux héroïnes. Il y a eu des crossovers avec Mars Attacks, des crossovers avec Evil Dead, les fameuses variantes cosplay. On prend des nanas plutôt bien foutues pour porter le bikini en cuir, en côte de maille et tout. Voilà, maintenant, Red Sonja, c'est Dynamite, et ça bougera plus, a priori. Et elle a vraiment réussi, c'est paradoxal pour une héroïne qui au départ est vraiment un spin-off de Conan le Barbare, à complètement spin-offé de son héros original, à tel point que du coup ils ne se recroiseront probablement plus jamais, si ce n'est dans certaines intégrales qui sont publiées avec l'accord de Dynamite pour le travail de Roy Thomas et tout ce qui pourrait avoir été perdu en chemin, quoi. Il y a des crossovers Marvel DC, donc tu peux pas exclure qu'il y aurait un jour de nouveau du crossover Conan. Oui, non, mais de toute façon, ils sont restés bons voisins. Je veux dire, il y a pas de Dynamite, ils ont pas de problème, contrairement à Marvel, à collaborer avec d'autres maisons d'édition. De fait, actuellement, donc, alors voilà, ça aussi c'est compliqué parce qu'il faut suivre. Hein. Au départ, Conan Properties International, qui est devenu Paradox Entertainment, qui après est devenu Cabinet Entertainment, et a ouvert le département Heroic Signatures, qui est chargé d'éditer et de publier l'œuvre de Howard dans le présent, et aussi les sessions d'accord de licence avec les auteurs de comics, enfin avec les
les maisons d'édition de comics, Heroic Signatures, qui avait attribué la licence Conan à Marvel à la fin des années 2010, qui l'a récupéré depuis, et maintenant Conan est publié chez Titan Comics et Titan Books. Donc voilà, ça fait que beaucoup migrer, on va dire. Donc dans le tas, il y a beaucoup de trucs qui sont perdus en chemin, notamment tous les comics avec Conan et les héros Marvel, qui pour le coup ne seront plus jamais republiés. Ce qui est pas forcément un mal. Hein. Non, bien sûr. Et à côté de ça, Red Sonja est devenu une valeur sûre. En fait, c'est un peu devenu le Hellboy de l'univers Dynamite, puisque bon an, mal an, il n'y a pas eu que des bonnes choses, mais c'est vrai que c'est l'héroïne qui a profité du plus d'efforts, avec Palmiotti, avec Simon et compagnie. Enfin, il y a eu quand même beaucoup de grands auteurs et de grandes autrices qui sont passés sur Red Sonja parce que Dynamite a voulu en faire sa mascotte officielle. Et Dynamite, c'est assez cohérent. Je veux dire, avant Zenescope, c'était un peu la boîte au gros nichon, quoi. Il y a des points communs entre déjà Toris et Red Sonja. Même la première histoire dont je parlais tout à l'heure dans Savage Sword of Conan, Sonja était plutôt une femme fatale, un peu orientale et tout. Voilà, on peut la prendre sous plein d'angles différents. L'angle sexy, l'angle guerrier, l'angle Conan et tout. Et aujourd'hui, c'est tellement devenu impensif que même des mecs comme Garcenis la parodie dans Babs, par exemple. C'est un peu la Xena, la guerrière des comics, quelque part, Red Sonja. Donc elle a réussi sa trajectoire, et c'est une vraie création, paradoxalement, du monde des comics qui tombe dans deux affreux vides juridiques, à la fois pour la BD et pour le cinéma. Et donc, bravo à elle de ce point de vue-là. Alors, pour ce qui est du cinéma, et en mettant de côté, encore une fois, donc le film produit par De Laurentiis avec Brigitte Nielsen, à l'époque, se pose la question de faire une suite, mais on réalise bien que ça va pas être possible. De Laurentiis bifurque et va faire un film Kull the Barbarian. Mais je sais plus si c'est Kull the Barbarian ou pas, mais le Kull, donc, qui est le héros, en fait, qui lui a connu l'époque avant Conan, où il y avait encore Atlantide et tout, qui était un héros effectivement plus celte, etc. Il y a eu un film, je crois que c'était avec Christophe Lambert, avec lui, dans les années 90, parce que justement, De Laurentiis pouvait pas avancer sur Conan 3. Donc, la licence finit par tomber raide morte, quoi, en fait, simplement. Jusqu'à ce que, alors Conan, c'est une autre histoire, parce que Conan, il y a toujours eu des velléités il m'en veuillez pas, hein, je fais pas un long point sur Conan en comics, parce que c'est vraiment beaucoup trop long. L'histoire de Conan en comics, c'est des conflits, c'est des litiges, c'est des grands artistes, c'est des grands volumes. Jusqu'à récemment, ça continue. L'histoire de Conan continue encore activement aujourd'hui. Et alors, Conan en tant que héros multimédia, c'est encore plus compliqué. Donc, juste pour rester sur Red Sonja, en 2008, c'est Robert Rodriguez, qui sort tout juste de Planète Terreur, où il a travaillé avec Rose McGowan, qui aimerait faire un film Red Sonja avec Rose McGowan. Alors, on sait pas trop pourquoi, mais le script ne plaît pas. Je crois que McGowan se blesse aussi. Donc, le chantier est abandonné. Et c'est une boîte qui, à l'époque, s'appelle New Media, qui aujourd'hui s'appelle Millennium Media, une boîte allemande, qui décide d'investir dessus. Millennium Media, donc c'est la boîte qui a été fondée par Avi Lerner, par contre avec Avi Arad, ça s'appelle juste Avi tous les deux et c'est des gros nazes tous les deux, décide de reprendre le projet. Et à l'époque, il contacte Simon West, donc Simon West, c'est le réal des Ailes de l'Enfer, et du film Tomb Raider. Voilà. Pour faire un nouveau projet Red Sonja. Alors Millennium, c'est une boîte qui est pas très connue, elle est surtout connue pour avoir produit et développé la série des Has Fallen, Olympus Has Fallen, machin Has Fallen et tout, les films d'action un peu paranoïaco-libertarien avec Gerard Butler, et les Expendables. Voilà, c'est la boîte à qui on doit la tétralogie, pentalogie, je sais plus trop où ça en est, des Expendables. D'ailleurs, Simon West a fait Expendables 2, qui sort en 2012. Donc en 2010, quand ils vont le chercher, il est déjà en plein travail avec eux. L'idée, c'est on finit Expendables 2 et on se met au travail, on monte Red Sonja. On sait pas trop pourquoi, mais en fait, ça va pas se faire. Enfin, si, on sait pourquoi. C'est encore une autre histoire qui est un peu plus compliquée. Et là, pareil, c'est Millennium Media, ils ont aussi produit le reboot de Conan le Barbare en 2011 avec Jason Momoa. Et à l'époque, il y avait aussi l'idée, parce qu'il y a Rose McGowan qui joue dedans en plus, hein. Il y avait aussi l'idée que peut-être on pourrait. C'était Marcus Nispel qui avait fait ce film, il était affreux. Oui, je crois que c'est le mec qui avait fait le Vendredi 13, le reboot. Tout à fait, oui. Juste après, il avait enchaîné en fait. Ouais, c'est un vrai grand du cinéma. Ouais. Et en fait, ce film-là, il va poser un conflit parce qu'il y a la boîte de production de Stanley Media Production, qui, je crois, avait attaqué avant ou attaquera après pour un litige qui va durer assez longtemps. Et en définitive, après, ils veulent faire la suite de Conan 2. Mais, enfin, ils veulent faire la suite de Conan, je veux dire Conan 2. Mais Momoa ne veut plus parce que, il a bien réalisé que c'était de la merde. C'est de la merde, frère. Et donc, du coup, ça tombe en développement L de fou. D'ailleurs, c'est toujours en développement L puisqu'il n'y a pas eu de Conan depuis. Et donc, ils décident de changer de braquet. Ils vont vers Red Sonja. Le projet avec Simon West est abandonné. Et on n'a pas de nouvelles avant 2018, quand le réalisateur accusé de pédophilie, vous avez vu comment je le dis bien, accusé de pédophilie, entre en scène, puisque un nouveau projet Red Sonja est annoncé. De notre vivant, Arnaud, rappelle-toi. Nous étions sur le site, on venait d'arriver. Bryan Singer,
Donc voilà, et embauché par Avi Lerner, qui à l'époque, Avi Lerner lui-même, donc le président du studio, avait une accusation d'agression sexuelle au cul à ce moment-là, hein, pour ceux que ça intéresse, de la part d'une ancienne employée. Il décide de prendre Bryan Singer, qui lui sort tout juste de la production du film Bohemian Rhapsody, donc qui a été un vrai succès commercial, mais les nouvelles accusations de viol pédophile qui ont entouré le tournage de ce film, de viol sur mineur, ouais, tout à fait, vont entacher un peu la fin de production. Singer va s'engueuler avec les producteurs de Bohemian Rhapsody. Il finira pas le film. Je crois que c'est le mec qui a fait Rocketman qui le finira à sa place. On se rappelle cette séance très gênante aux Oscars où le film était dans pas mal de catégories et où Singer du coup ne pouvait pas être là parce que la production l'avait officiellement désavoué. Et évidemment, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas avoir les petites boîtes de prod, comme Millennium, pour te refaire une petite santé et faire de l'argent, parce que t'es une grosse signature, tu viens d'Hollywood et compagnie. Et Avi Lerner, qui a pas forcément de race, lui, il dit, non, mais moi, je m'en fous que ce soit potentiellement un violeur pédophile. Moi, le mec, ça reste Bryan Singer, il a fait les X-Men, frère. Je vais le signer. Et donc, on est en pleine affaire MeToo, hein, quand même. On est en pleine affaire Weinstein, etc. Ça fait du bruit quand il est signé, on l'a couvert ça sur le site encore une fois. Tout le monde n'est pas d'accord, surtout pour une héroïne dont l'origine story est d'avoir été violée et d'être une femme aussi accessoirement. Donc ça pose des petits problèmes d'éthique, de morale, de santé mentale, d'esprit. Mais Lerner, lui, jusqu'au bout, va s'accrocher à l'idée que non, c'est Bryan Singer, c'est l'homme qu'il me faut. Il finira par changer d'avis, pas par un subit et surprenant sursaut de conscience, mais simplement parce que en fait le film ne peut pas être distribué avec Bryan Singer, il n'arrive pas à trouver de distribution. Millennium, rappelez-vous, quand on parlait de The Crow, ça fait partie de ces petites boîtes qui cherchent des financements extérieurs, des distributeurs, en fait, qui vont investir sur tel produit potentiellement rentable sur tel marché, qui vont mettre un peu d'argent à la pâte, et en échange, tu sais que tu pourras mettre ton film en Europe, mettre ton film aux États-Unis, mettre ton film en Asie, etc. Donc, en fait, ils ont pas une grosse enveloppe, eux, de base. Ils peuvent pas tourner un film s'il y a pas un soutien de distribution assuré. Et donc, en fait, comme personne ne veut distribuer Bryan Singer, parce que à l'époque, le monde était encore un peu plus sain. Ils décident finalement de passer la main. Et faut quand même se dire qu'Avi Lerner, c'est un mec qui est bipolaire. Là, il décide d'aller chercher Joey Soloway, donc qui est une 1.1 artiste transgenre, pas transgenre, non binaire, qui est connu pour la série Transparent, qui est l'histoire d'un vieil homme qui fait son coming out trans. Donc une artiste ou un artiste extrêmement engagé, extrêmement déconstruit, qui représente vraiment tout ce débat qu'il y avait eu à la fin des années 2010, au début des années 2020, sur les identités de genre, de sexe, les préférences des uns et des autres et compagnie, et même tout ce débat sur l'œuvre et l'inclusivité. Donc ils ont vraiment fait un 180 degrés. Elle écrit une version du script avec Anna John Kamen dans le rôle principal. Donc Anna John Kamen qui avait joué Ghost dans Ant-Man 2 et Thunderbolts. Finalement, ça ne plaît pas, probablement parce que c'était justement à l'extrême inverse du spectre, c'est-à-dire trop déconstruit. Et donc, ils finissent par trouver une sorte de poire en deux en chez MJ Bassett. MJ Bassett, qui n'est pas une débutante dans les adaptations de Robert T. Howard, puisqu'elle a filmé le film Solomon Kane. Et accessoirement, cette autrice trans aussi. Voilà, donc, je me projette juste dans le futur, mais c'est des choses qu'on va un petit peu redire, mais avec moins d'érudition avec Splinter d'ici là, quoi. Mais voilà. Bon, c'est pas très particulièrement érudit, mais. Non, mais voilà, je veux juste que les gens ne soient pas étonnés vu que ces segments ne sont pas enregistrés au même moment. Voilà. Donc voilà, elle va tourner le film en Bulgarie pour peu d'argent a priori, avec Mathilda Lutte. Donc dont vous direz tout le bien que vous pensez par la suite. Que toi t'avais vu dans le film de Coralie Farja, notamment l'actrice italienne. Qui a pas exactement le physique de barbare qu'on pourrait imaginer, mais voilà, les belles gosses, on l'attend en rousse, ça fait le boulot. Avec un casting secondaire extrêmement bizarre. Ils vont avoir des problèmes pour tourner, parce que à ce moment-là, il y a des problèmes, il y a des trucs qui coincent avec la douane américaine, et l'obtention, en fait, de permis de séjour pour certaines des vedettes venues des États-Unis qui vont participer au projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'anglais, d'ailleurs, sur le truc. C'est très compliqué, hein, mais j'ai retrouvé des articles de presse en faisant des recherches pour ce podcast, et vraiment, il y a on n'imagine pas, en fait, avec moi, ça peut être compliqué, la géopolitique, pour faire un film de merde, enfin, fondamentalement. Mais ils vont quand même y arriver, et après, le film va disparaître pendant, 2 ans? Un truc comme ça? Hein, Arnaud? Entre le moment où ils amorcent le tournage, on est en 2020, je crois? Non, pas 2020. 2021? Non, plus, mais, non, un peu plus tard quand même, mais oui, il s'est passé une période de
post-tournage extrêmement long. Ouais. Exactement. Et alors après, le film est tourné, il a sa distribution assurée. Néanmoins, tout le monde a un peu réalisé que la campagne de promo a beaucoup de mal à se lancer. On a une première affiche qui, pareil, mettra un truc comme 1 an avant d'accoucher d'un vrai trailer. Quand le trailer sort, c'est vraiment par surprise. On a une date de sortie au Royaume-Uni, une date de sortie aux États-Unis dans la foulée. Et très franchement, on voit bien arriver la disquette. Ce sera donc la grosse série B de l'année. Il en faut une chaque année, c'est comme ça. C'était The Crow avant. On a une affiche en fait en juillet 2023. Ouais. On nous dit qu'il y aura un teaser à la SDCC qui, je crois, est diffusé mais qui n'est pas mis en ligne. Et au final, ouais, c'est ça, c'est presque 2 ans après, en février-mars 2025, qu'on a en fait, une sortie annoncée avec des images vidéo. C'est un truc de fou, quoi. Quasiment 2 ans. C'était un peu arrivé la même chose pour Toxic Avenger aussi, qui avait vraiment disparu des radars. Toxic Avenger qui a disparu des radars et d'ailleurs qui est pas sorti ni disponible en France, mais Hellboy The Crooked Man aussi. La seule raison pour laquelle le Hellboy de Neil Marshall était sorti, c'est qu'il y avait encore le bon souvenir de la période Mignola, mais en fait tous ces films-là, par des petites boîtes de prod, des petits castings. Alors Toxic Avenger, c'est Legend Entertainment, Legendary, c'est pas une petite boîte de prod non plus. Attends, tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait les Godzilla. Oui. Bah voilà, ils ont fait BV à ça, Legendary à l'époque. En partenariat avec des plus gros studios. Oui, en partenariat, mais c'est quand même pas du même acabit que Millennium Films. Média, pardon. Parce qu'il y a aussi un Millennium Film. Oui, pardon. C'est 2 ans Millennium Media, si vous voulez googler et voir la magnifique filmographie qu'ils ont à leur actif. Néanmoins, voilà pour là où on en est. Donc finalement, on n'a pas eu de violeurs pédophiles, on n'a pas non plus de films très déconstruits et très woke. A priori, on a vraiment eu une série B. Moi, je l'ai pas vue, mais je vous fais confiance. Dans le même temps, Red Sonja va bien. C'est paradoxal, mais elle va bien en comics. Il y a toujours des bonnes séries qui sortent régulièrement. Tout n'est pas du même niveau de qualité. Mais elle a quand même maintenant une bibliographie qui a plus de 20 ans chez Dynamite et qui, voilà, encore une fois, peut revendiquer de très gros noms. Alors, je sais pas trop ce qui est disponible en France. Moi, je vous conseillerais de lire le volume de Gail Simon, évidemment, parce que c'est un peu la vraie recréation fondamentale du personnage sans Conan et tout. Si vous pouvez trouver, alors je sais que Panini les a publiés, est-ce qu'il y a les numéros avec Red Sonja? Je ne sais pas. Mais les anthologies, ça va être Sword of Conan des débuts de la première période 75 à 80, où il y a encore les frères Buscema, où il y a Barry Windsor Smith, où il y a du Colan, non pas du Colan, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Bref, où il y a tous ces mecs-là, il y a quand même des très très belles choses qui ont été faites avec Sonja et Conan. Dans le même temps, voilà, pareil, Conan va mieux depuis que Marvel est parti. Donc, c'est assez paradoxal d'ailleurs de se dire que c'est une héroïne Marvel qui maintenant en fait a fait l'essentiel de sa vie en termes de volume chez une autre maison d'édition, et que Conan, qui pareil est né en comics grâce à Roy Thomas qui fait ce pari fou d'aller voir Lord avec son pitch un peu aventureux et qui en a fait un héros de BD à part entière. Aujourd'hui, Marvel ne peut plus compter sur les droits ni de l'un ni de l'autre. C'est assez rigolo. Et dans le même temps, voilà, la promesse du film de John Milius avec Schwarzenegger, qui était quand même un vrai bon film, n'a jamais réussi à se traduire des faits autrement qu'avec des séries B de mauvaise facture. Donc, je pense que je vous rends la parole là-dessus et qu'on peut probablement souhaiter le meilleur à Red Sonja au moins en BD, à défaut d'autre chose. Et merci beaucoup à toi, Corentin. Et voilà, et grâce à la magie du montage, on a eu Corentin avec nous dans ce podcast. Applaudissez-le et n'hésitez pas à soutenir notre Tipeee pour avoir encore plus de points Cocopédia comme cela. Mais alors, c'est vrai que Yérim, toi, à notre cérémonie des First Print Awards 2025, tu as eu le bon mot dans ton récap de l'année de nous montrer l'affiche de Red Sonja et de dire, voilà... si j'avais été une femme rousse, ça aurait été mon Black Panther, qui est un peu une très belle façon de résumer le film. Alors bon, manque de bol, tu n'es ni une femme ni rousse, mais est-ce que tu peux un peu nous dire si tu attendais un petit peu ce projet? Je sais pas si tu avais vu le film des années 80 avec Arnold Schwarzenegger dedans. Ouais. Sachant qu'il y a eu aussi un film d'animation qui est sorti en 2016. Mais en fait, il est absolument hideux parce qu'en fait, c'est un ensemble c'est du motion comics en fait. Donc c'est plus des dessins que tu animes avec des mouvements un peu presque statiques, tu sais, enfin vraiment, c'est pas de la vraie animation. Et du coup, même juste tu regardes la bande-annonce et tu fais ah non mais jamais de la vie je vais regarder ça. Non parce que c'est vraiment dégueulasse pour le coup. Mais donc voilà, nous c'est vrai que ça faisait des années qu'on entendait parler de ce film. Oui, il y avait le projet dans les cartons. On veut refaire une nouvelle version de Red Sonja. Ouais. Alors le projet de reboot,
en fait, il y avait eu un truc en 2019 déjà, on en avait parlé. On avait commencé à en parler même à la fin de l'année 2018 en fait, parce que ce que je disais, de toute façon, Corentin l'aura rappelé, hein, c'était que c'était Bryan Singer qui devait le réaliser, que ça avait été mis en pause avec les accusations de viol qui entouraient le réalisateur, que ça avait été ensuite confié à MJ Bassett et que après, il y a eu le tournage et qu'après il y a eu des 2 ans au moins où on n'en entendait plus parler avant que d'un coup finalement le film se trouve un peu un distributeur ait droit à cette sortie cinéma aux États-Unis et donc et nous parviennent par la voie du Saint-Esprit voilà différemment. Je crois que c'est plus de la VOD payante en fait qui a permis sûrement au film d'être peut-être un petit peu rentable, je ne sais pas quoi, mais voilà. Splinter, qu'en as-tu pensé? Sachant qu'il n'y aura pas de partie avec et sans spoiler, là on est dans les formats où je suis tout seul avec Yerim, donc voilà, on en parle comme ça. On est là pour regardez le film comme vous le voulez, si vous souhaitez le voir avant d'avoir vu, et sinon considérez que de toute façon on spoilera les rares trucs qu'il y a à spoiler, parce que c'est quand même un déroulé de toute façon très classique d'origin story, on va dire, appliqué donc à Red Sonja en mode Sword and Sorcery des années 2000, avec pour le coup quand même des efforts qui sont faits sur le fait que c'est tourné dans des décors naturels, là en Bulgarie, dans les forêts de Bulgarie, je crois que c'est dans ce pays que ça a été tourné, qu'il y a des costumes, alors pas un peu cheap, mais voilà, qu'il y a plein il y a des costumes, qu'il y a un peu et qu'il y a des monstres un peu pétés en CGI aussi, et du sang quoi, c'est rated R quand même parce que c'est un peu sanglant. Ouais. Donc voilà, avec des pop-corn et une bière, ça se mate, et avec des potes, mais pas non plus comme si c'était une vraie merde. En fait, ouais, donc c'est voilà, ça. Je te laisse la parole. Je suis entre deux chaises parce que clairement l'affiche te vend un nanar où tu dis ouah, ça va être sous-budgété, ça va mal jouer, ça va être kitsch dans le très mauvais sens du terme et tout. Et curieusement, le film est nul, hein, mais c'est pas. Disons qu'il est pas bien. Ouais, voilà, mais c'est-à-dire que c'est pas un truc. C'est pas un truc dont tu te moques tout du long. C'est-à-dire que il y a pas des moments en fait où c'est tellement naze que tu sors du film. Tu dis bon là le film le film il a dit écoutez, je lâche la rampe, je vais aller me fumer une clope et on va arrêter de se prendre au sérieux. Non, le truc se tient à peu près jusqu'au bout. Dire par exemple c'est par exemple c'est mieux que The Crow, tu vois. C'est-à-dire si pour prendre un truc qui est vraiment naze et où des fois tu facepalm et tout. Là non. Alors par contre, bon, déjà, le petit problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais le film fait quand même 1h50. Ouais. Donc là, tu dis, ouais, non, là, c'est trop. Hein, pour une histoire aussi simple, il y avait pas besoin. Et surtout, alors, il y a une espèce de patchwork volontaire ou non. Il y a quand même une ref où là, tu dis, bon, ça, ils ont quand même été forcés d'y penser. C'est un patchwork en fait de plusieurs autres films qui sont quand même tous vachement mieux. Le principal, c'est en tout cas pour la première partie du film, c'est Gladiator. C'est-à-dire t'as vraiment le délire Gladiator à balle et avec Red Sonja en fait. Mais c'est vraiment dire ce sont les mêmes scènes. C'est-à-dire t'as vraiment ce truc de donc de gladiatrice du coup qui se rebelle, qui ne veut pas achever son adversaire, donc qui désobéit à l'empereur qui en plus est un peu dans le même style que Commode dans Gladiator, c'est-à-dire c'est vraiment le petit con quoi, tu vois, le mec qui est pas du tout un méchant physique, qui est plutôt une espèce d'énorme opportuniste machin. Évidemment, alors vu que c'est une héroïne, ils lui ont foutu à elle une méchante, évidemment physique, parce que combat de meuf et donc dans la boue. Oui, c'est vrai, le premier combat, c'est elle, elle se roule par terre. C'est un peu crêpage de chinois comme ça. Donc, alors, qui pour le coup est une actrice qui est un petit peu maudite en termes d'adaptation de comics, parce que j'ai pas retenu son blaze, mais celle qui fait Wallis Day. Ouais.
Si tu checks sa filmo, tu vas rigoler. Elle était dans Batwoman, elle a fait Kate Kane dans Batwoman. C'est elle qui a remplacé Ruby Rose au pied levé pour Batwoman. Ah bah oui. Et oui. C'est elle. C'est elle. Et j'avais repéré un autre truc. Oui, je l'ai vu dans une merde. Non. T'es sûr? T'es sûr que c'est elle qui a remplacé Attends, j'ai un gros doute dans bah, ce que avant tu la me dis. Batwoman Renoir, quand Ruby Rose se casse et que c'est la merde, et qu'il faut la remplacer, je crois que c'est cette meuf qu'on a appelée. Oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. Oui. Bah, j'avais même écrit dessus en plus. Donc c'est vraiment tu sais, c'est vraiment le plombier qui arrive et tu vois les chiottes qui débordent. Mais parce que après t'avais oui. Parce que la nouvelle Batwoman Renoir, effectivement, c'était pas Kate Kane, c'était un autre personnage qu'ils avaient créé. Et c'est vrai, ils avaient appelé cette nana pour reprendre le rôle, oui. Donc elle est bien brave. Et je l'avais vu alors pour le coup, dans une sombre merde, un truc qui s'appelait She-Rose. Oh oui. Ah, tu l'avais vu, ça? Non, mais je viens de voir, là. Wow. Ouais, ça vend du rêve. Hein. Ah bah, le wokisme fait des dégâts, mon bon Splinter. Et donc, ouais, ça a l'air. Ouais, non, alors, ça, c'est très, très mauvais. Quoi. Ça, c'est vraiment, genre, t'as de la peine pour les 4 actrices. Ça, c'est vraiment pas bien. Ouais. Et en plus, il y a Isabelle Fuhrman dedans, et tu sais pas ce qu'elle fout là. Enfin, bref. Peut-être que personne ne sait ce qu'il foutait là-dedans. Après, elle a aussi joué dans Krypton. Pour ceux qui aiment les adaptations de... Elle faisait quoi? J'ai pas vu, mais elle faisait Nyssa Vex, voilà, dans quand même 20 épisodes. Après, j'ai pas regardé Krypton, j'ai regardé un épisode, après ça m'a vraiment saoulé, quoi, donc voilà. Mais voilà, elle est pas étrangère aux mauvaises adaptations de comics, en tout cas. Voilà, c'est clairement. Ça, il y a une petite malédiction, quoi. Et en fait, pourquoi je l'ai retenue, c'est que je trouve que c'est quand même une meuf qui a une gueule. Oui. Qui a un physique. Qui a un regard et tout un peu marquant. Qui est potentiellement la meilleure actrice du film, en fait. Donc, oui, si on nivelle par le bas. Bah, t'es obligé, là, parce qu'il y aura pas de. Dire, t'as Rona Mitra qui se fait un revival, mais qui se fait crever dans l'arène comme une merde assez rapidos. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, et après, honnêtement, t'as pas d'autres parce que malheureusement moi j'étais très triste après j'étais très triste parce que pour moi les deux têtes d'affiche c'est des gens que j'aime beaucoup. Mathilda Lutz, elle est incroyable dans un film qui s'appelle Revenge de Coralie Farja j'ai zappé que c'était la même. Okay, c'est elle et elle est complètement zinzin là-dedans, donc une sorte de Rap and Revenge. Oui, non mais je vois très bien. Ouais. Non mais j'explique aux gens qui nous écoutent, en fait, je sais que tu connais. Il est con lui aussi. Donc un Rap and Revenge, mais qui dans laquelle en fait elle se venge d'un trio d'amis en fait qui sont complices en fait d'avoir laissé un de leurs potes la violer et qui décident de la buter après quand elle essaye juste de... C'est à ça que servent les amis. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin vraiment le truc, les trois sont les mecs sont absolument immondes et elle les dégomme un à un. C'est vraiment très très jouissif et c'est en plus porté par le sens de l'esthétisme de Coralie Farja qui est une réalisatrice incroyable. Donc voilà, film trop bien. Et Robert on précise pareil pour ceux qui c'est la même réalisatrice qui a fait Substance. Voilà, The Substance après. Et donc Robert Sheehan, qui est quand même, qui était dans Misfits, quoi, qui était incroyable dans Misfits. Moi, je l'ai. Après, ça remonte. Bah, ça remonte. Parce que entre temps, est-ce qu'il a fait des trucs? Il a fait Umbrella Academy aussi, où il était pas mauvais non plus dedans. Je pense que là, c'est plus l'ensemble, enfin c'est plus la série qui a trop de défauts liés sûrement à Netflix, mais Robert c'était vrai que Umbrella Academy c'était pas le casting le problème. Non clairement pas. Clairement. Mais tu vois, mais le truc c'est que Robert Sheehan en vrai, je sais de quoi il est capable. En fait, on sait qu'il peut être vraiment excellent. Et là, forcément, tu le mets dans le rôle d'un empereur excentrique, tyrannique, un vrai salopard, quoi. Tu pourrais dire qu'il pourrait limite en faire des caisses, être ultra. Ouais. Et au final, non, il est juste méchant, mais méchant vaguement, tu vois. Il est pas dans un surjeu, il est pas. Non, c'est en fait tous les personnages sont des archétypes, mais pas suffisamment caricaturaux pour que tu t'amuses de leurs clichés, en fait. Donc c'est pour ça que c'est dommage parce que au casting c'est pas forcément que des branquignoles, quoi. Si tu me permets ce vocabulaire passablement désuet.
Et juste pour revenir juste sur MJ Bassett, c'est vrai que on était un peu rassurés, si tu veux, quand elle avait été annoncée pour reprendre la place de Bryan Singer, parce que faut savoir parce que tu sais qu'elle va violer personne. Ouais, a priori quand même les statistiques font qu'il y a moins de chances, mais c'est surtout que oui, parce qu'en plus techniquement dans l'origin story de Red Sonja il y a quand même un viol aussi, donc on se disait alors attendez, vous allez mettre un réalisateur qui est accusé de viol pour vous parler d'une héroïne dont au final ils ont trouvé la solution, c'est que à la fois ils ont dégagé le réalisateur et en plus ils ont dégagé cette partie-là de l'origin story de l'héroïne. Mais c'est vrai que quand tu regardes ce qu'elle a fait, elle avait fait un film qui s'appelle, elle avait fait le premier ouais c'est ça, elle avait réalisé des épisodes de la série Reacher, elle avait fait The Equalizer, Ah ok, d'accord. Donc bon, voilà, en termes de trucs d'action, elle a quand même quelques trucs quoi. Elle avait fait un peu de Ash vs Evil Dead. Par contre, elle a aussi fait le film Solomon Kane d'il y a très longtemps, de 2009. Et elle a fait l'horrible Silent Hill Revelation aussi. Ah merde. Ouais. Ah ouais, ça c'est dur. Donc voilà, elle a quand même quelques casseroles à son CV aussi, et au final quand tu vois le film tu dis en fait je comprends peut-être un peu pourquoi le film est pas si ouf que ça. Et après encore une fois comme tu le disais, je trouve que visuellement c'est pas immonde quoi, et c'est pas si fauché que ça non plus en vrai. Attends, mais Silent Hill Révélation c'est le 2? Ouais, c'est le 2, ouais. Mais attends, il y a un truc qui cloche parce que je crois que j'avais interviewé le réal de ça. Alors oui, mais MJ a fait une transition de genre. Ah d'accord, ok, pardon. Donc tu l'as interviewé à l'époque où c'était. D'accord, ok, voilà. ok. Elle était d'un autre genre à ce moment-là. Ok, oui. ok. Oui, c'est vrai que j'ai pas mentionné parce que même sur IMDb, elle est encore genrée au masculin dans la description quoi. D'accord, non mais voilà. Oui, c'est pour ça. Oui, c'est parce que je me disais. C'était bien la même personne. Mais c'est la même personne. Ok. Mais donc une carrière. Voilà, il y a des hauts et des bas. Voilà, elle a fait des trucs pas trop dégueulasses, mais elle a aussi fait quelques croûtes quoi. Non, après effectivement les scènes d'action sont pas honteuses hein, globalement, les scènes de combat. Alors par contre, ça c'est un truc que je m'expliquerai jamais parce que ça coûte pas si rush que ça. Juste prenez un chorégraphe en fait. Enfin t'as des trucs. Mais ils en ont peut-être pris un. Ouais, reprenez-en un vrai, un mieux, un bon, mais là t'as quand même. C'est vrai que t'as certaines scènes de bagarre où ils y vont doucement quoi. Ouais, ils vont doucement. C'est un peu laborieux et tout. Même des fois parce que dans les films nuls, le truc, surtout quand tu t'emmerdes, c'est de regarder les arrière-plans. Typiquement quand ils sont on va dire dans la geôle des gladiateurs quoi, tu vois. Oui, leur petite cantine. C'est ça. Alors, globalement c'est le puits de Bane. Mais ouais, parce qu'ils sont bien traités en plus, ils ont leur petite vie, ils peuvent ils sont quand même plutôt bien traités pour des gens qui sont quand même techniquement en situation d'esclavage quoi. Oui, c'est ça. T'as l'équivalent de comment dire, pas de surveillant ni de contremaître, mais le chef gardien avec le fouet, même lui il rigole avec eux. Enfin, t'as un côté très détente. Parce qu'il est aussi dans une condition pas ouf, en fait il est aussi lui-même esclave en fait, donc bon. Mais disons que là je me suis dit mais attends, mais ils vont vraiment refaire ça parce que donc comme j'ai dit c'est un pit quoi, tu vois, c'est comme le truc de Bane dans Dark Knight Rises ou dans la série Harley Quinn. Et donc t'as le premier réflexe de Red Sonja quand on la jette là-bas, c'est que elle se met à escalader le mur et donc là t'as Rhoda Mitra qui est en mode d'abord t'as les gens qui se foutent de ça, disent ouais elle arrivera pas à dépasser tel truc et tout, donc ce qui sous-entend que évidemment ils ont tous essayé cette technique là pour s'en extraire, enfin pour s'échapper. Et donc là tu ouais mais attendez, enfin si vous me les foutez dans un trou sous terre et que en plus vous m'expliquez que t'as moyen d'arriver à la surface mais faut être un peu super ouf en agilité et en force et tout, là ça se rapproche un peu trop de Dark Knight Rises quand même. Et après en plus t'as Rhoda Mitra qui dit waouh, personne n'était jamais monté aussi haut machin, et en fait ça s'arrête très vite parce que le truc c'est qu'elle y arrive instant 1, c'est-à-dire qu'elle sort du puits.
C'est juste qu'après, elle se fait tabasser par 6 gardes qui la rejettent dans le puits. Et t'es là, tu fais, waouh, ok. Écoutez, c'est spécial, pourquoi pas. Scène hideuse d'ailleurs, hein, parce que il y a un problème, en fait, quand ils regardent en haut, et tu sens qu'en fait, que l'extérieur qu'ils sont censés regarder, c'est pas du tout réel. En fait, tu vois que ça a été, je sais pas si ça doit être un fond vert, tout ça. Mais t'as une forme de décalage, en fait, en termes de profondeur. Parce que vu que le puits n'existe pas en tant que tel, et du coup, ça fait trop bizarre, en fait. Là, du coup, tu sens un manque de budget évident sur ce passage-là. Puis non, alors t'as ces espèces de plans qui t'indiquent qui va vivre, qui va crever, les dialogues nazes. Et pour reprendre ce que je voulais dire au tout début, c'est que les arrière-plans nazes, c'est quand ils sont censés s'entraîner. Et que au premier plan, t'as un dialogue, donc de Red Sonja avec soit Rona Mitra, soit Ossine, le prince charmant. Ou l'autre qui est en fait c'est le blond, truc de la tribu, c'est les Icariens, c'est ça, les Ictariens, je crois. Les Ictariens. Donc voilà, bref, t'as ces dialogues au premier plan, et en fait, quand tu t'intéresses à ce qui se passe derrière eux, tu vois, donc ils sont tous censés s'entraîner, et on parle quand même de gladiateurs et de gladiatrices, donc c'est, en fait, tu t'entraînes pas pour le kiff ou pour le fun, c'est parce qu'en fait, après, tu déboules dans une arène où soit t'affrontes des animaux mutants chelous géants, soit d'autres barbares comme toi, enfin, etc., quoi, tu vois. Et en fait, tu vois 3 meufs, 2 mecs, qui ont une espèce de, pas de mannequin, mais tu sais, de poteau, un peu comme les mecs qui s'entraînent tout seuls aux arts martiaux, tu sais, où t'as juste, en gros, un poteau avec, tu sais, des barres transversales. Et sauf que là, tu vois, une meuf avec une épée en plastique qui met des petits coups comme ça, et tu fais wow, un peu plus de conviction pour les figurants, s'il vous plaît, parce que là vraiment, c'est-à-dire, vu que t'as que ça à l'arrière-plan, c'est difficile de passer à côté, quoi, tu vois. Donc c'est vrai que, ouais, t'as ça. Un truc ultra déceptif, c'est qu'au tout départ, le film, quand même, te vend une micro-promesse. C'est que, donc voilà, le plan du méchant, c'est qu'il a en sa possession une moitié de livres sacrés. De grimoire de la connaissance. C'est ça, voilà. Et il faut qu'il récupère l'autre moitié. Et il faut qu'il récupère l'autre moitié pour devenir tout puissant. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et donc, l'autre moitié se trouve en plein cœur d'une forêt magique, parce que évidemment, il y a une forêt magique. Et donc, dans cette forêt, il y a des tribus ancestrales, mais il y a aussi des animaux chelous. Ouais. Et donc, ce que tu vois, par exemple, à un moment, c'est que t'as quand même un scorpion géant. Oui. Et en fait, je me suis dit, moi, c'est ça que j'attends dans l'arène, en fait. Et en fait, c'est ultra déceptif, c'est-à-dire que, voilà ce qui se passe. Alors, c'est une mini-arène, hein, quand même. Elle est toute petite. Ça, faut quand même le dire. Même malgré tous leurs efforts, tu vois qu'elle est vraiment mimi, quoi. Toi qui es spécialiste des arènes, en plus. Non, mais c'est-à-dire que là, le problème, c'est que t'es obligé dans ta tête, t'as des réminiscences de Gladiator. Mais donc, oui, et en plus, c'est comme les plans sur le public. C'est toujours les 3 mêmes gus que tu vois en train de faire les mêmes gestes, genre, oui, on est super enjoué, on applaudit. Effectivement, ils sont même pas, sur ce plan-là, ils sont même pas 10, hein, c'est un peu triste, mais c'est un gros plan, en fait. Donc, ouais, t'as ça. Et là, ce qu'ils font, en termes de mise en scène, parce que voilà, on rappelle, alors, je sais pas, quel était leur budget, mais clairement, ils n'ont pas du tout les moyens d'une histoire comme ça, pour filmer une histoire comme ça. C'est que, donc, t'as une première salve de gladiateurs qui part. Tu ne les vois pas combattre, parce que tu restes du côté des enfermés. Des enfermés. Ils reviennent avec des traces de sang, en plus avec des répliques comme « Je t'en ai laissé, t'inquiète, tu pourras t'amuser et tout ». Une deuxième salve part, tu les vois toujours pas se battre, ils reviennent, et après seulement, du coup, t'as Red Sonja et Rona Mitra qui vont dans l'arène, et qui ne se battent pas, du coup, puisque Red Sonja refuse d'affronter Rona Mitra, etc., et donc désobéit à l'ordre de l'empereur qui fait exécuter Rona Mitra. Donc Petra, c'est le nom de son Petra, personnage. Mais...
Et donc, c'est pour ça que je te dis, ouais, la comparaison avec Gladiator, elle est super dure, parce que voilà. Mais, je dis Gladiator, mais en fait, ou n'importe quel, même un vieux péplon, n'importe quel truc où t'as un combat dans une arène, en fait. C'est catastrophique et tout. Après, donc, évidemment, t'as l'évasion, la quête, en parallèle, l'empereur qui, lui, donc, a enfin localisé sa moitié de bouquin magique et tout. Son bouquin. Non, mais c'est vraiment ça. Ça me fait trop marrer. C'est toujours, tu sais, on est toujours plus dans ces films avec... Ah bah ouais. Non, là... Je te rappelle que quand on avait fait le truc avec Sylvester Stallone, c'était le gars pareil, il cherchait son marteau magique. Le marteau magique. Et là, c'est le bouquin magique. Samaritan. Mais j'ai vu une annonce comme quoi il voulait faire un second Samaritan. Mais on avait écrit dessus sur le fait qu'il y avait un second en développement, effectivement, bien sûr. Et oui, donc ouais, le bouquin magique. Mais après pour l'évasion, elle intervient parce que en fait, c'est grâce au Cyclope. Il y a quand même tout le budget effets spéciaux est parti dans le Cyclope. Le Cyclope qui est pas juste un Cyclope taille humaine, qui est un Cyclope géant, mythe de la mythologie. Ouais. Donc c'est un géant effectivement. Avec des cornes de bélier. C'est ça. Et contrôlé par une puce, une puce magique. Mais parce qu'il y a ce côté très bizarre dans la direction artistique du film où parce qu'il a ce grimoire magique en fait. Il a l'électricité. Il a l'électricité, c'est ça. Et donc, la première apparition du grand char de l'empereur, c'est effectivement une sorte de bus, de minibus qui aurait été blindé, tu vois, mais qui détonne complètement, en fait, avec le reste de l'ambiance beaucoup plus médiévale, fantasy. C'est le bus de l'équipe de France sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est complètement ça. C'est exactement ça. Et c'est trop bizarre, ouais. Après, j'ai pas détesté. Je trouvais ça rigolo, ce côté un peu, on met un peu de technologie, en fait. Surtout que ça slash magique, ça aurait pu être marrant, ce truc de faire du... Non, c'est pas du cyberpunk, c'est du... Non, pas du tout, non. Tu sais, quand tu fais du rétrofuturiste, ça porte un nom. Bah, du rétrofuturisme. Non, un truc, tu sais, c'est un style de science-fiction. Mais tu sais, en gros, de mélanger ce style-là à un truc complètement époque barbare médiévale, tu vois. Okay. Je me serais dit, ok, c'est une petite idée, tu vois, il y a quelque chose. Bon, là, le problème, c'est que ça tient sur un mec qui est en mode je suis scientifique. C'est vraiment ça, quoi. Alors déjà, tu vas rester bien tranquille avec les scientifiques, s'il te plaît. Hein. Non, mais c'est-à-dire, il a le côté... Son discours est pas fondamental. En plus, son discours de présentation au départ, il est juste, quoi. Il dit... quand il parle à l'ancien chef barbare là qu'il a attrapé, il lui dit tu sais ce qui va me permettre de dominer le monde, et effectivement vu son physique voilà, clairement il va pas dire je vais te casser la gueule, quoi. Il fait non, c'est la connaissance en fait qui permet de dominer le monde après, et techniquement bah il a pas tort, tu vois. Ouais, non, en fait sur ça ouais, après ouais la galère, donc oui, c'est aussi lui qui j'allais dire c'est lui qui soigne, comment elle s'appelle celle Krypton Anisia. Anisia? Ouais, Anisia. Anisia, ok. Ouais. Donc, parce que Anisia, en fait, c'est... Anisia est en réalité le sabre de Katana dans Suicide Squad, c'est-à-dire que dès qu'elle tue quelqu'un, elle se fait hanter par les morts. Elle se fait hanter par ça, mais elle, ça la fait chier. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle bute quelqu'un. Bah, c'est relou quand même. Et là, t'as le fantôme qui la poursuit tout le restant de sa vie. Sauf qu'on ne les voit jamais, ces fantômes. Hein. Une seule fois. Une scène de miroir nulle. Oui. Et tu fais, ok, je comprends pourquoi on ne les voit pas dans le reste du film. Parce que, après, ça aurait été insupportable en plus. Parce que ça veut dire que toute sa vie, en fait, cette meuf est obligée de se taper des potions magiques concoctées par, j'ai même pas retenu le nom de l'empereur. Dragan. Pour faire taire les voix dans sa tête. Ouais. Dragan, en plus qu'il a friendzone comme une merde, c'est-à-dire qu'à un moment en fait il dit alors ça va être le dîner et tout, viens, et elle fait je me sens pas très bien et tout, je préfère pas me bouffer moi, ouais. C'est ça, tu vois, il y a vraiment ce truc là. En plus, un empereur mérite d'avoir une impératrice et tout, et le mec la remballe. En plus il la remballe en lui disant, en gros, quand tu iras mieux dans ta tête, peut-être je pourrais te ken, tu vois. Tu sais, t'as vraiment un truc c'est même pas de l'amour platonique, parce que plot twist, c'est en fait cette meuf n'est pas soumise à une malédiction, ce truc des fantômes en fait. Non, c'est juste que les potions qu'il lui file sont en fait des drogues hallucinogènes.
on sait pas vraiment pourquoi il lui fait subir ça, parce que elle est soumise à lui quoi qu'il arrive. C'est ça, le juste kiff, complètement quoi. con. Bon, ouais. Mais du coup, c'est l'excuse pour qu'à la fin, ils s'entretuent. Ouais. Dans une scène de merde qui m'a rappelé un truc. Est-ce que toi, ça va te faire un PTSD quand je vais dire ce que ça m'a rappelé. Bah, j'ai peur. Il me semble que dans une certaine série, il y a Leslie Tompkins et peut-être Edward Nygma qui s'entretuent exactement de la même façon. Oh putain, dans Gotham. Oui. Mais c'est pas Leslie Tompkins, c'est pas... Ah si, mais oui, parce que Leslie Tompkins, elle devient méchante aussi. Voilà. Vraiment, donc, Ce fameux de je te plante, tu me plantes en même temps. Ah oui, t'as moyen ou que ce soit entre Nygma et le pingouin, de toute façon, parce que c'est plus ces deux-là, quoi, parce que c'est eux qui se livrent. Mais ouais, c'est vil de... Et ouais, t'as vu. Je suis partageur. Ça fait 10 ans que cette série existe, hein, quand même. Hein. Mais oui, donc voilà, elle, parce qu'en fait, pareil, hein, c'est mise en scène pétée, donc c'est-à-dire elle lui tourne le dos, lui arrive, ouais, aide-moi, s'il te plaît, je sais pas quoi. Mais tous les deux, ils s'apprêtent à sortir leur voilà, couteau, tu vois, tu sais, t'as ce petit geste façon western de je sors mon couteau de derrière mon dos, et truc machin. Et il se rapproche, je te plante, tu me plantes en même temps, machin. Et depuis le tout début du film, Red Sonja a des flashbacks parce que elle a évidemment cette maladie cinématographique qui consiste à dès qu'il y a un temps mort dans le film ou que quelqu'un lui fout un énorme pain dans la gueule, ça déclenche un flashback c'est ça, de son enfance. Elle a des bribes de scénario qui débarquent comme ça. C'est tout d'un coup, c'est waouh, une page de script, qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et donc elle, globalement c'est ça qui symboliquement remplace avec des énormes guillemets la barbarie totale de sa vraie origin story dans les comics, c'est que elle, en fait, c'est quand elle est toute petite fille, son village se fait totalement massacrer. Ouais. Et c'est là d'ailleurs c'est pareil, je me suis dit, c'est peut-être pas fait exprès comme Gladiator, mais il y a un petit côté Furiosa, sauf que Furiosa elle t'encule, quoi. C'est vraiment triste de fou. Mais, parce que même dans le parcours du perso, c'est un peu ça, tu vois. Et donc dans ce truc-là, elle était pote ou proche. Alors le film fait tout pour te faire croire que c'est une autre petite fille. Parce qu'évidemment ça va aussi être un twist catastrophique, mais donc elle arrive à s'enfuir, mais malheureusement son amie d'enfance non, et donc ça la hante, et donc pendant tout le film tu te dis d'accord, mais c'est qui et tout, parce que au départ tu te dis est-ce que ce serait le prince aussi, mais du coup non, ça cadre pas, parce que lui il dit bah non, moi je suis du royaume perdu de là-bas, je sais pas quoi. Après tu te dis est-ce que ce serait l'autre mec? Bah non, ça cadre pas non plus. Et le problème, c'est qu'après, il en reste plus qu'un. Et tu fais, attendez, est-ce que vraiment vous allez faire ça? Et oui, ils le font. Puisqu'en fait, c'est l'empereur. C'est l'empereur qui a mal tourné, du coup, parce qu'elle l'a abandonné. Et donc, il n'a eu d'autre choix que, bah, en gros, il s'est fait recruter par les méchants façon, c'est pareil. Il y a 10 000 films et séries qui reposent là-dessus. Et donc, ensuite, lui-même, il a gravi les échelons. Ancien esclave, il impose après sa propre tyrannie. Grâce, justement, à cette moitié de bouquin magique et tout. Et donc, t'as cette espèce de... C'est pour ça que ça te donne un film très bizarre dans son équilibre, parce que, en fait, t'as une forme bourrine, années 2000, direct vidéo. Et t'as, en fait... un fond scénaristique évidemment pas, qui n'arrive pas à s'épanouir dans cette forme de film, mais qui a des ersatz de trucs où tu dis c'est pas que ça aurait pu être bien, mais ça aurait pu être un truc qui se tient à peu près, tu vois, parce que du coup bah, la morale de fin c'est qu'elle ne le tue pas, juste lui, donc il s'est mangé le coup de chlasse de Anisia. Donc lui il s'écroule dehors. En plus il a ce truc de maintenant il a le bouquin au complet et il réalise que surprise, c'est pas un truc pour conquérir le monde. Donc du coup il se met à déchirer les pages. C'est nul, ça ne sert à rien, ça ne m'apporte pas la toute puissance et tout.
et elle qui vient lui expliquer que bah oui, parce qu'en fait, tu vois, c'est pas gentil d'être méchant, et qui s'assoit à côté de lui et qui fait ah c'était toi, je sais plus le blast qu'il avait quand ils étaient tipeux. Elle fait ouais c'était ouais, j'ai ouais bah cette fois je t'abandonnerai pas, et genre elle lui tient la main pendant qu'il crève. Et tu fais ah putain, dans un autre film ça aurait pu être une belle scène. Là c'est juste tu vois ça, tu fais ouais, étrange. Enfin c'est comme tu sais, c'est comme le message semi écolo du truc, parce qu'au final lui représente une version du progrès ultra vénère, c'est-à-dire qu'il a ce truc de vous allez me raser toute la forêt parce que je veux trouver mon livre magique. C'est ça, c'est que les animaux on les soumet et on les fait se battre entre eux. Mais t'as une vieille vibe, un peu une sorte de petite vibe écolo en fait, sur le côté voilà, c'est ça, l'industrialisation, sur le fait que Red Sonja à la base, alors elle est pas végétarienne non plus, mais elle elle kiffe trop les animaux, elle kiffe quand même trop les animaux et tout ça, elle ne chasse jamais. D'ailleurs les premiers mecs qu'elle tue, c'est parce qu'en fait c'est des braconniers, hein, complètement, tu vois, qui sont attaqués là, des sortes de facochères magiques qui n'existent pas. Donc ouais, les braconniers les plus gratos du monde, parce que genre pour ramener juste quelques animaux, ils en laissent un avec juste ils lui ont ouvert la moitié de la tête et ils ont laissé le cadavre. Je sais pas pourquoi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Et t'as quand même les scènes, parce que Red Sonja aussi, c'est beaucoup vendu sur le côté ultra sexué de son héroïne, et de même l'apparence. Alors ils essaient de faire un clin d'œil méta qui ne marche pas du tout, parce qu'après pendant tout le film elle est vraiment comme ça. C'est que elle demande, on va dire, à l'armurier des gladiateurs. Donc d'abord elle dit ouais, je vais prendre 7 lances, ce couteau, cette épée, je sais pas quoi, et le mec dit ouais, et comme armure je te propose ça. Globalement c'est une cotte de maille bikini, et il dit ah ouais, ça protège, et le mec fait pas du tout, mais le public va adorer. Et là, vraiment, le mec, il est à ça de regarder la caméra et de faire un énorme clin d'œil de porc. Et mais du coup, pourquoi le clin d'œil, pourquoi le truc méta ne marche pas, c'est parce que pendant tout le reste du film, en fait, elle est quand même toujours en petite tenue et tout. Même si c'est vrai qu'ils font des petits efforts pour pas trop la filmer de manière Michael Bay-esque, on va dire. Mais du coup, ces scènes les plus sensuelles, c'est avec son cheval. C'est-à-dire qu'au début, quand genre elle se baigne et que t'as une espèce de truc où tu dis, c'est il la pousse dans l'eau comme ça, genre allez, arrête. C'est ça, tu vois, il y a des chamailleries complètement improbables. Et et à un moment, elle est dans l'eau. Du coup, j'imagine qu'on te sous-entend qu'elle est censée être à poil. Et genre, elle lève sa beuge et elle caresse la tête du cheval avec son pied. Je me suis dit, putain, on dirait un fantasme mouillé de... T'es une fusion de Nagui et Tarantino, tu vois. Mais et après, t'as que des espèces de sous-entendus sur... parce que qui veut la ken? Ossine, il veut la ken. Mais Ossine, il veut ken tout le monde. C'est vraiment le prince un peu orni. Avec, en plus, une explication de texte. Quand il lui dit ouais, on m'appelle l'intouchable et tout, ouais, pourquoi? Parce que personne peut me toucher et tout. Enfin, personne ne m'a jamais touché en combat. Ouais, c'est ça le truc. Il dit mais si t'y arrives, peut-être que je te laisserai. Enfin, je sais plus, un truc comme ça. Quoi. Non, mais il y a vraiment un dialogue qui est comme ça. Ouais. Et en plus, elle, qui a toujours vécu seule dans la forêt avec son putain de cheval, ne comprend même pas l'allusion. Elle fait, mais du coup, je gagnerais quoi? Et genre, le mec fait, moi. Et tu fais, mais c'est-à-dire, et là, du coup, t'as 3 meufs qui sont un peu les 3 groupies du prince, qui passent genre à côté, chacune son tour, qui fait, Ossine, il est plutôt frais et tout. Une deuxième qui passe à côté, qui fait ouais, machin truc. T'es sous-entendu, ouais. Il a une grosse bite. C'est ça, tu fais waouh. Les mecs qui se sont dit c'est pas assez compréhensible pour les spectateurs. Il faut qu'il y ait 3 meufs qui arrivent pour dire hey, la bite et tout machin. Donc t'as ça.
Parce qu'après pareil je me suis dit est-ce qu'ils vont tu vois lui faire avoir une espèce d'histoire. Moi j'avais peur qu'il y ait vraiment non mais moi j'avais peur qu'il y ait une forme de vrai love interest qui se dégage et tout là. Non mais heureusement non ils sont il y a pas de scène d'amour, il y a pas de truc. Non puis même après genre t'as ce truc parce que donc c'est pour ça que je dis le prince à chaque fois, c'est que donc lui c'est une sorte de prince déchu d'un royaume qui s'est fait complètement détruire. Ouais. Donc après il y retourne, donc il les lâche dans leur quête. Donc évidemment elle est en mode mais t'es un traître et tout machin. Il lui dit oui mais moi mon royaume machin truc. Évidemment replot twist nul. Qui c'est qui vient leur sauver la mise à la fin? Ben c'est lui et son armée. Alors son armée sortie de son cul parce que le mec il t'explique qu'il a plus de royaume et qu'il doit tout reconstruire. Il revient avec c'est pas encore une fois c'est pas le Seigneur des Anneaux hein. Mais il a quand même 20 figurants avec lui. On va lui accorder ça sur des chevaux qui ont l'air de tous savoir se battre et tout machin. Et bref, quand tout est fini, elle alors déjà elle lui fait ce truc de j'ai réussi à te toucher et tout machin. Et oui parce qu'en fait je sais plus quelle bestiole je sais même plus si elle a un nom, la bestiole de fin. Mais tu sais, elle le balaye en fait. Et ils sont évidemment au bord d'un précipice parce que en fait les précipices pour les films comme ça, c'est comme les vortex pour les films de super-héros modernes, c'est-à-dire qu'à la fin du film, quoi qu'il se passe, il y aura un précipice quoi. Il y aura un truc. Et donc lui, il valdingue comme une merde et donc voilà, il est mort. Sauf que non. Il s'est accroché tout machin. Et donc c'est là quand il revient, lui fait le coup de lui il croit qu'il va clairement la serrer et en fait hop là non et je t'ai touché quoi voilà. Et elle repart sur son cheval en mode peut-être un jour je repasserai prendre ma récompense et tout. Et là t'as vraiment le plan retour sur Ossin et avec une tierce personne qui lui parle et le dialogue c'est vraiment en mode peut-être qu'un jour je vais la ken et tout. C'était là tu fais oh putain genre, les phrases se suffisaient elles-mêmes, genre arrêtez c'est bon. C'est pour l'explication de texte. C'est ça. Mais ouais non c'était ça aurait été en fait c'est compliqué de dire ça aurait été mieux si c'était plus nul. Mais il y a un peu de ça quand même quoi tu vois. On aurait bien aimé que ce soit vraiment over the top en fait ça, avec mais tu sais mais genre vraiment parce que ils essayent d'y accorder du soin quand même enfin MJ elle essaye vraiment de bien filmer le truc. Je trouve que en vrai ils profitent d'avoir des décors naturels et tout ça. Oui c'est vrai que parce que les plans forêts les trucs c'est plutôt joli en fait. Ils ont un vrai cheval enfin voilà c'est des vrais chevaux qu'ils ont pris pour le tournage. Un très bel hommage à The Crow d'ailleurs. Adaptation de comics, premier plan, un cheval. Oui, c'est vrai, très très dans le même mood, ils dorment ensemble quoi. C'est ça. Avec le truc elle lui fait t'as fait un cauchemar le cheval. J'avoue que la relation qu'ils ont avec le cheval, elle est trop chelou quoi. Et en plus ce cheval qui est un vrai personnage. C'est un deus ex machina. Oui, parce qu'à 2 reprises, il vient sauver les miches de Red Sonja, quoi. Donc, vraiment, il est là, tu sais, il arrive, tu le vois en plus, il arrive au ralenti, genre de nulle part. Une entrée. Et tu dis, mais attendez, c'est pas une entrée de cheval, ça. Il vient d'où, d'ailleurs? Il était où jusqu'à présent, quoi? Vraiment, tu vois, c'est genre, il a du flair comme un, je sais pas, c'est trop bizarre. Et oui, il arrive, il renverse les autres et tout. Non, mais clairement, son cheval, c'est Crypto, en fait. C'est vraiment Crypto. C'est juste qu'elle pouvait pas se balader à d'autres chiens, ça n'aurait eu aucun sens ça, quoi. Donc mais c'est vraiment effectivement, il a une volonté propre, il comprend à peu près tout. Ils font même la blague, tu sais, parce que au début quand elle va attaquer le camp des braconniers, elle fait non tu restes là, ne me suis pas, et puis il la suit quand même comme le ferait effectivement un chien en fait, tu vois, qui ne comprend pas ce que mais en plus surtout tu dis ok, elle est pas elle a pas d'équipement et tout, mais tu fais d'accord, vous avez une super relation fusionnelle avec le cheval. En fait, si un cheval, tu veux pas qu'il bouge, tu l'attaches. C'est quand même pas non plus le truc. Oui, mais elle est tellement elle aime les animaux, elle aime les animaux, voilà.
Mais c'est pas pareil. Mais justement, enfin, il y a quand même un point de fidélité, on va dire quand même, parce que il y a un truc qui. C'est vrai qu'on n'a pas du tout voilà, parlé du côté parce comics. Que nous, parce qu'on n'est pas, voilà, parce que nous, on lit pas des comics Red Sonja avec une main dans le slip. Mais voilà, il y a un élément d'iconographie important pour Arsenal, c'est le fameux bikini de Côte de Maille, et qui apparaît dans le film dans cette période de gladiateur, et justement et au début c'est vraiment le bikini en genre c'est ça reste de la Côte de Maille, mais c'est vraiment le côté où c'est juste sexy, et c'est complètement abordé en plus de façon plus ou moins méta, en disant, que je disais tout à l'heure, c'est l'armurier qui a ça de faire un clin d'œil à la Deadpool au spectateur. Mais après ils utilisent du coup une autre forme, quoi, une version un peu plus armure, pour qu'il fait plus armure. C'est-à-dire voilà, tu sens que je sais pas à quoi va ressembler par exemple le Barbarella de Sydney Sweeney, tu vois, mais eux, tu sens qu'en fait ils sont pas spécialement partis sur le côté film d'exploitation série B voire série Z. C'est Edgar Wright en plus c'est Edgar Wright qui est attaché au projet pour l'instant. Mais après le truc aussi, c'est que moi l'actrice je la connaissais pas trop à part Revenge. Mais donc je sais pas, tu vois, si c'était une volonté de la prod dès le départ et tout, mais en vérité tu vois, elle est en fait je la trouve pas vraiment si sexualisée que ça, dire par rapport à ce qu'est Red Sonja, parce que oui, en termes de vêtements et tout, évidemment, genre elle est quasiment en 2 pièces pendant presque tout le film, donc, ok, mais je veux dire la manière de la filmer, de la présenter, de la faire évoluer avec les autres personnages. Non, c'est pas très male gaze, clairement. T'es pas trop là-dedans, en vrai, tu vois. Et j'ai envie de dire que même Coralie Farja dans The Substance, tu vois, avec son sens de l'esthétisme. Merde, comment elle s'appelle, la jeune Margaret Qualley. Ouais, tu sais, toutes les scènes d'aérobic et pourtant c'est du female gaze techniquement, mais bien sûr. Techniquement ça ne déplaira pas à des mecs aussi, tu vois, parce que. Non, mais elle assume le côté, c'est sexy, c'est sexué. C'est ça. Bien sûr. Et là, non, là, c'est vraiment un perso de guerrière, machin. Qui est comment dire, très légèrement vêtu, mais c'est pour ça que ça fait plus un délire à la Mad Max. C'est-à-dire tu peux avoir des meufs à moitié à poil, mais en fait tu sens que la caméra elle est pas vraiment là pour ça, en fait. Elle est plus là pour Mad Max, elle est là pour plein d'autres trucs cool. Bon, pour Red Sonja, elle est là pour la bagarre. Il y a pas vraiment d'autres visées, hein, parce que j'essaie de chercher s'ils essaient de faire exister son petit groupe de potes / famille recomposée, dysfonctionnelle, machin. Oui. Bon, là pour le coup tu tombes, c'est que des archétypes. Là t'es en mode, c'est le niveau slasher, quoi, c'est-à-dire tu peux dire le niveau identifiable comme dans un slasher, c'est-à-dire que tu ne peux qu'avoir donc t'as la meuf vénère, j'allais dire la meuf singe, t'as une tribu, ils ont des gueules de singe, je suis désolé, je sais pas vraiment. C'est vrai, c'est trop nul ça. Ça n'a aucun. Enfin, après, bon voilà, on est dans un monde de sword and sorcery, donc oui, il y a des espèces qui ne sont pas humaines. Ouais, j'avoue comment elles sont moches. Mais le mec aussi. Mais il y a dans ce groupe-là, il y a une nana qui a des dents un peu proéminentes comme ça, et elle me fait penser de ouf. Non, c'est une autre. Parce que ceux dont on parle, les singes, ils sont grimés en plus. Oui, ils sont grimés. Toi, tu parles d'une qui est pas grimée. Oui, qui est pas grimée, mais qui a là une dentition un peu aléatoire. Je vois très bien. Et elle me fait penser de ouf à une des rappeuses de Nouvelle École saison 1. Celle qui avait... Attends, bâtard. Je vois, c'est... Celle qui avait fait le battle... C'est Soumeya. Avec Soumeya. Et en vrai, non mais au-delà de la vanne sur les dents, même de visage, je trouve qu'elle ressemble de ouf à Soumeya, quoi. Mais voilà. Non plus, mais je crois que Soumeya en plus, parce que ça l'avait vanné sur ça dans le battle. Bah oui, c'était cette catégorie qu'il avait vanné là-dessus, et elle avait pété un câble. Et parce que je crois qu'en fait c'est une maladie, genre qu'elle a. Et tout. Ah merde. Je crois que c'est vraiment un truc qui la complexe, qui la met mal et tout, machin. Ok, donc maintenant je suis ce mec-là, quoi. Mais après si tu veux, on va essayer de sauver le truc. C'est que non mais non mais cancellez-moi, écoutez, voilà. T'as le truc en commun où ça te fait un visage très dur, en fait.
c'est pour ça que ça. Elle est badass d'entrée de jeu. D'ailleurs, c'est elle. Parce que du coup, elle est livrée en même temps que le groupe de prisonniers de Red Sonja et tout. Il m'en reste un peu, hop. Et Ossine, qui est quand même défini comme le queutard du cachot, quoi, va aussi la check en mode machin, et elle le remballe vraiment comme une mère en mode non, mais que tu sois prince ou pas, je m'en branle. C'est donc t'as ça. Oui, il essaie de chiner Petra aussi, alors qu'elle est déjà en couple avec le gladiateur le plus stokos. Ouais. Et parce que c'est ça. C'est qu'en fait, voilà, cette meuf-là, la meuf avec la dentition, le remballe en sous-entendant qu'il a une petite teub. Le mec se tourne vers Petra en mode on m'insulte et tout. Et Petra, elle le regarde même pas. Elle est en mode moi, je dirais que elle a plutôt raison. Elle lui fait une punch en mode elle a bien jugé, mais elle. Oui, non, tu vois un truc. Je vois elle a bien jaugé le personnage. Oui, c'est ça. Oui, comme ça, tu vois. Donc t'as ça. Oui, genre she's a good judge of character, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Et après, il va. C'est là quoi. Pendant que Sonia essaye d'escalader, il s'assoit à côté de Petra. Et là, il dit pourquoi t'es avec lui quand tu peux avoir bien mieux et tout. Et elle lui fait je préfère avoir un diamant brut non taillé plutôt qu'une pierre précieuse creuse toute lisse et sans et sans aspérité, sans relief et tout machin, un truc comme ça. Mais non, effectivement, le côté sexy est pas du tout présent. Et alors parce que je me suis quand même intéressé au faible retour du truc. Donc pour avoir les meilleurs retours, ce qu'il faut faire, c'est clairement regarder les top com sur les différents trailers sur YouTube. Et il y a des mecs qui étaient ultra vénères parce que film woke. Pourquoi film woke? Alors, attends, mais parce qu'en plus il y a pas de romance homosexuelle. Ouais, mais ils en sont plus là. Il y a pas de personnage noir. Encore une fois, ils en sont plus là non plus. Donc c'est quoi? C'est juste parce qu'elle a pas assez de poitrine? Parce que elle a. Alors, c'est ça, hein, la différence fondamentale. Fondamentale, en fait, mais la différence avec la Red Sonja des comics, c'est que Mathilde Allout, n'a pas une énorme poitrine, quoi. Mais, oui, bien sûr. Alors, il y a ça. Mais alors, c'est pas genre tu n'as pas assez de poitrine ou machin. Non, elle est pas assez filmée à poil, en fait, ou quasi à poil. Donc, il y avait, ça, c'était le premier. Attends, ça s'arrête pas là. Mais matez-vous des pornos, enfin, c'est pas possible. Alors, il y avait ça. Et le deuxième point, et là, je me suis dit, ah oui, non, mais là, c'est grave quand même. Ils disent, t'as vraiment un mec vénère, en mode, ils ont complètement dénaturé. Donc, tout ça, c'était en anglais, hein, évidemment, parce que on se tape la crème de la crème. Ils disaient, en gros, c'était, vous avez ruiné mon enfance, sauf que l'enfance du mec, c'était se branler sur des comics Red Sonja, tu vois, ou devant le film des années 80. Et en gros, le mec dit ils l'ont transformé en une merde woke ou avec un pseudo message pour sauver la planète et tout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Arrêtez. En gros, le mec, il était vraiment premier degré en mode arrêtez de mettre de la politique dans mes comics. Je regarde pas ce film pour ça. Pourquoi le méchant? Oui, voilà. En fait, il a identifié le méchant à un tech bro anti-forêt. Oui, c'est un peu ça en plus, c'est vrai. Oui, mais sauf que le truc a été à une gestation qui fait que ça a été écrit bien avant l'avènement de nos tech bros. Mais c'est surtout qu'en fait, quoi. les méchants de ce genre de film, c'est toujours des mecs comme ça. En fait, c'est toujours. Oui, en plus, oui, t'as raison. Un mec qui est l'équivalent d'un scientifique fou qui fait de la merde versus la magie ancestrale et les animaux de la forêt. Enfin, c'est ça. C'est juste, tu comprends pas sûr. C'était enfin non vraiment mais apparemment faut pas qu'il regarde Princesse Mononoke lui, tu vois. Ah ouais, ça
Bon, de toute façon, en plus, il va dire, ouais, c'est un truc de bridé. Il faut des sous-titres, ça dégage. Non, c'est même pas un manga avec Sangoku. Donc, mais et Mononoke, c'est pas une waifu, donc. Et en plus, ouais. Voilà. Mais là, en fait, je rigole, mais j'ai vraiment fait la fusion de plusieurs coms où t'avais vraiment les mecs en mode, ouais, franchement, t'es ce côté genre. Le wokisme détruit tout. Ah bah oui, ce truc. Voilà, et là, mais c'est surtout que tu dis, mais après on pourra pas leur donner tort dans le sens que c'est vrai que le film est pas bien, mais c'est pas parce qu'il est supposément woke en fait quoi. C'est que il y a tellement de défauts à relever. Si toi le truc qui te vénère, c'est ça. Enfin c'est en plus ça c'est même en dehors de tout propos pseudo social ou tout ce que tu veux. Ça en fait c'est une partie à peu près construite de leur intrigue, c'est-à-dire que il aurait pu avoir exactement le même film mais comment dire avec un autre motif nul, alors que là effectivement tu te dis comme t'as dit au début oui ils sont vraiment là genre Red Sonja is from California and she likes pumpkin latte. T'as vu? Ouais, ils sont voilà enfin c'est donc non c'est je sais qu'il y a ça puis ah oui évidemment j'ai oublié le principal, pour eux c'est un grand film féministe, donc c'est un film anti-mec. Bah oui forcément parce qu'en fait c'est une meuf qui refuse de tuer d'autres meufs et par contre elle tue des mecs quoi, et elle tue quand même que des il y a vraiment un mec qui avait relevé ça genre en mode mais vous avez remarqué quand même que des mecs et tout machin. Tu fais mais putain comme plein d'autres héros en fait on s'en fout bordel. Mais ouais non il y avait le côté le message machin. Et alors bah moi je savais pas pour la transition et donc de Bassett. Je pense que eux non plus parce que sinon ils se seraient dit direct ah bah évidemment. Genre, oui. Quand on confie un film à ces gens-là, voilà ce qui se passe. Ouais, c'est sûr. Mais oui, apparemment, dans la faible fanbase de Red Sonja, il y a quand même des mecs énervés. donc ouais, non, moi c'est plus, c'est plus qu'effectivement, je pense que ça se range. Alors je dis ça, je les ai pas vus ces films, mais j'imagine. Mais pour moi, ça se range un peu dans la catégorie. Merde, comment ça s'appelait? Le cowboy de DC défiguré. Jonah Hex. Tu vois, il y a eu un film avec Josh Brolin. Oui, c'est Jonah Hex, mais Solomon Kane aussi, en fait. Tout ça, c'est ce genre de film-là, quoi. Ce genre de film. Bon, avec un casting plus faiblard, parce que bon, c'est vrai que t'avais Josh Brolin et Megan Fox pour Jonah Hex. Ouais. Et même t'avais le méchant aussi était un acteur vite fait connu et son bras droit aussi. Par contre, il y a eu un Jonah Hex 2 qui est, je pense, du niveau de Red Sonja. Ouais, un direct vidéo dégueulasse. Ouais. Je me rappelle parce que je t'avais fait la vanne, je t'avais dit, et celui-là, quand est-ce qu'on le fait? Mais non, se faire un podcast sur le diptyque Jonah Hex, hein, effectivement. on n'en a jamais parlé, en plus, de Jonah Hex. Non, bon, qui était un gâchis, parce que quand t'avais l'annonce du cast, Josh Brolin, il avait l'air d'y croire et tout, et tu disais, c'est vrai que c'est pas déconnant. Et t'es sûr qu'il y a eu un Jonah Hex 2? C'est pas le truc RIPD 2 plutôt non, il y a eu. Alors, est-ce que c'est un spin-off de Jonah Hex ou une vraie suite? Toujours est-il que personne du casting du 1 n'est dans le 2, quoi. Bah ouais, d'accord. Vraiment un truc. Mais ouais, voilà, Red Sonja, c'est ça. Alors, par contre, ils font quand même ce petit péché d'orgueil qui est commun à tous les films ratés, mais qui sont des adaptations de comics, c'est que t'as quand même une espèce. Alors, est-ce que c'est une post-gène ou est-ce qu'il cale ça avant? Non, il la met à la fin, mais c'est pas une post-gène en tant que tel, parce que personne n'a envie de se taper tout le générique pour regarder. Oui, ils disent juste on a besoin de toi et elle repart au service, quoi. C'est le côté genre s'il y avait assez de monde, on ferait une suite, quoi. Alors que non, il y a pas assez de monde, puisque de toute façon en plus regarde déjà tous les gens qui veulent le regarder normalement peuvent pas y accéder dans tous les pays, quoi, en fait. En plus, ouais. Après c'est quand même terrible. Il y a pas eu de Jonah Hex 2, frérot, par contre, je suis désolé. Mais alors je sais pas, je pense que tu confonds avec RIPD 2.
Alors ouais. Où c'est effectivement tous les acteurs du premier film ne sont pas là. RIPD, c'était avec Ryan Reynolds là et Kevin Bacon et Jeff Bridges. Voilà. Et effectivement, il y a eu un film 2 qui est un DTV, RIPD 2, le réveil des damnés. T'en fais voir, t'as l'affiche là? Ouais, bien sûr. Et où là, il y a vraiment personne de chez Ouais, ok, personne. c'est avec ça que je confonds. Ouais, c'est totalement avec ça. Oui. Ouais. Et qui est aussi une adaptation de comics en l'occurrence. Hein. Oui, complètement. Mais du coup, voilà, je pense que c'est ce level, tu vois, effectivement, c'est des films. Oui, et RIPD 2, par contre, ça a l'air complètement rincé. Ouais. Mais je pense que Red Sonja, c'est peut-être un petit peu mieux quand même, quoi. Ouais, après. Parce qu'il n'y a pas de volonté de mal faire le truc, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Le projet, il est commandité par Millennium Films. Trop de cynisme, en fait. Si Millennium, à l'écran. Voilà, si Millennium Films voulait faire des bons films, ça se saurait, quoi. C'est pas des gens qui sont intéressés par, et en plus, je me demande si c'est pas comme un peu Hellboy the Crooked Man, mais t'as eu des trucs, en fait, où, vu que c'est des films, qui ne sont pas faits avec des studios qui s'occupent de la distribution, en fait, ils le font. Et c'est un pari, hein. Et après, en fait, en vendant les droits de diffusion dans différents pays, c'est comme ça que ça permet de gagner de l'argent, en fait, parce qu'au final, ils doivent pas rembourser un studio, en fait. Ils ont réussi à produire le truc eux-mêmes, et ensuite, ils récoltent de la somme, et donc c'est beaucoup plus rapide, quoi. J'ai l'impression, parce qu'ils vendent directement, en fait, le produit à des gens qui eux vont s'occuper après de le distribuer de toutes les façons possibles, quoi. Donc voilà, après ça fait 1 heure qu'on parle dessus, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à en dire de plus. Voilà. C'était donc notre petit podcast là pour la fin d'année sur Red Sonja, un film qui n'est pas incroyable et qui n'est pas complètement nul non plus, mais voilà, au moins. J'ai aucune idée des retours économiques entre guillemets. Non. Que là, ça fait un petit temps maintenant qu'il il est sorti chez eux. Il est sorti cet été au cinéma, donc oui, ça doit faire quelques temps. Et j'imagine que si personne n'en a parlé, personne n'en a parlé non plus, quoi. Et encore une fois, parce qu'en France, c'est compliqué, on peut pas y avoir accès officiellement. Non, techniquement. Sûr, Donc n'hésitez pas à le regarder si vraiment ça vous intéresse, parce qu'il reste facile à regarder en tant que tel, hein, c'est pas très compliqué. Internet est votre ami, et on espère que ça vous a plu d'avoir un petit podcast sur Red Sonja. On essaie de se faire d'autres trucs sur des films un peu plus ou moins nuls qui sont sortis récemment, en attendant de reprendre le programme de 2026 en bonne et due forme. Merci à toi, Yérim, de ton temps, et merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour les prochaines émissions. Salut.